Et alors donc le thème qui va être celui de ma conférence ce soir, c'est combattre le mensonge. Et donc pour commencer cette conférence, je voudrais vous citer un extrait d'un texte d'un grand écrivain russe qui s'appelle Alexandre Solzhenitsyn et qui écrivait en 1974 « Et c'est ainsi que nous négligeons la plus simple et la plus accessible des clés de notre libération, un refus de participer personnellement au mensonge. Même si tout est recouvert par le mensonge, même si tout est gouverné par lui, résistons de la façon la plus modeste, que le mensonge ne passe pas par moi. » Et donc, je vous cite ça parce qu'au cours de ces dernières années, comme beaucoup d'entre vous, j'ai été amené à prendre conscience que nous vivons dans un monde saturé de mensonges. Alors, des mensonges politiques, des mensonges historiques, des mensonges scientifiques, des mensonges médicaux, et même des mensonges spirituels. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre ce soir, c'est que ces mensonges, en fait, sont les barreaux d'une prison. Et en fait, c'est cette prison dans laquelle nous sommes enfermés, dans laquelle beaucoup de gens dans le monde, et en Occident, en Suisse, en France, sont enfermés. Et la prison la plus redoutable et la plus dangereuse, eh bien, c'est celle dont laquelle vous n'avez pas conscience d'être enfermé. Et c'est pour ça que les mensonges forment les barreaux de cette prison qui enferme les populations occidentales. Et ce qui est redoutable dans le système dans lequel nous vivons aujourd'hui, et je vais vous présenter certains de ces mensonges ce soir, c'est que nous vivons dans un système déjà qui est bâti sur des mensonges, mais dont toute notre existence, en fait, nous sommes amenés à être sélectionnés, à construire notre vie, parfois notre vie professionnelle, sur ces mensonges. Nous sommes en fait recrutés, sélectionnés sur notre capacité à faire ce que dit Solzhenitsyn, c'est-à-dire à faire passer les mensonges par nous. Et justement, pour nous libérer, pour ouvrir les yeux, comme l'a très bien dit Madame Caillé, il faut sortir de cet empire du mensonge. Alors, bien sûr, ce soir, je ne vais pas pouvoir passer en revue tous les mensonges. Je vais me concentrer sur ce qui me semble être les mensonges les plus importants. Ceux qui, en fait, sont des clés, des nœuds qui irriguent tout le reste. Et alors, ce que je voudrais vous dire dans mon propos de ce soir, c'est que non seulement je ne pourrai pas les passer tous en revue, mais aussi je ne voudrais pas que cette conférence ce soir soit une fin pour vous, c'est-à-dire vous sortez de cette conférence en disant « oui, Monsieur Berton, il a dit des choses très intéressantes, je vais y réfléchir » et que ça s'arrête là. En fait, le but de mon travail et le travail de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, qui s'appelle le Grand Réveil, c'est justement qu'en sortant de cette conférence, il y ait des thèmes, des sujets, que vous vous les appropriez, que vous alliez vérifier peut-être certaines choses que je vous ai dites par vous-même, et que vous soyez dans un processus de sortir par vous-même du mensonge. Parce qu'en fait, c'est un travail qui est individuel, qui doit engager chacun, et moi je peux vous donner des clés pour ouvrir certaines portes, mais l'essentiel du travail, c'est à vous de le faire. Donc dans la première partie de cette intervention, je vous parlerai des mensonges qui touchent à la structure du pouvoir. Qui dirige réellement nos sociétés? Qu'est-ce qu'il y a derrière les apparences dites démocratiques qu'on essaye de nous vendre, notamment à travers les médias de masse? Ensuite, dans la deuxième partie, je vous parlerai de la dimension spirituelle du combat, parce que ça, c'est quelque chose de très important, c'est une clé absolument essentielle pour comprendre ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Et puis, dans la dernière partie, je vous donnerai des raisons d'espérer pourquoi, comme l'a très bien dit Madame Caillé, il y a le projet du nouvel ordre mondial est en train d'être mis en échec, et comment nous, à titre individuel et de façon concrète, nous pouvons participer à ce combat. Alors, vous êtes un public très divers. Peut-être que certains connaissent déjà mes travaux, les connaissent déjà peut-être même très bien, certains ont déjà lu mes livres, d'autres sont peut-être venus par curiosité pour approfondir, peut-être que pour certains d'entre vous c'est une nouveauté. Tout ce que je vous dirai ce soir, bien sûr, je vous invite à ne pas le prendre pour parole d'évangile, mais à aller, comme je vous l'ai dit, le vérifier par vous-même, ou vous appuyer sur les travaux qui sont présentés de manière plus élaborée dans mes livres. Et surtout, je vous demanderai de garder l'esprit ouvert. Quand vous pratiquez les arts martiaux, il y a quelque chose de très important qui s'appelle l'esprit du débutant. Qu'est-ce que ça veut dire l'esprit du débutant? C'est justement de garder l'esprit de celui qui sait qu'il ne sait pas et qui a encore un esprit capable d'assimiler des choses nouvelles parce que son esprit n'est pas encore rempli et souvent, malheureusement, rempli par la désinformation et par les mensonges. Alors, pour commencer cette première partie sur la structure du pouvoir, je vais poser une question, bien que nous soyons en Suisse, je vais prendre l'exemple de la France, qui est l'exemple que je connais le mieux. Je pose la question aux gens, souvent, c'est
qui détient le pouvoir en France? Alors souvent, la réponse qu'on me fait, qui est somme toute la plus classique, c'est me dire celui qui détient le pouvoir en France, c'est Emmanuel Macron. C'est lui, le président de la République, chef des armées, ancien ministre de l'économie. Alors quand on me dit ça, je cite quelqu'un qui s'appelle Jacques Attali. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent Jacques Attali. Pour les Suisses qui ne connaîtraient pas bien la vie politique française, Jacques Attali, c'est l'homme qui murmure à l'oreille des présidents français depuis 40 ans. Il était déjà là sous Mitterrand, il était encore là avec Chirac, il était là avec Sarkozy. C'est lui qui a demandé à François Hollande de nommer Emmanuel Macron en tant que secrétaire de l'Élysée. Et donc Jacques Attali a dit quelque chose de très intéressant dans une interview qu'il a donnée à Adnan Fulda dans un livre sur Emmanuel Macron. Il a dit « Emmanuel Macron, c'est moi qui l'ai repéré, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai inventé totalement. » Donc c'est quand même des mots assez forts. Et quand donc je cite Jacques Attali, et je mets toujours dans l'autre plateau de la balance une citation concernant un autre chef d'État qui s'appelle Vladimir Zelensky. Et Zelensky, il y avait quelqu'un, donc président ukrainien, et il y avait quelqu'un qui s'appelle Ihor Kolomoïski, qui disait en 2019 au Times, donc c'est pas une publication confidentielle, il disait « Zelensky est ma marionnette et je suis le marionnettiste ». Donc vous voyez quand même, et ce sont des propos qui sont tenus en public. Dans le cas de Jacques Attali, il y a une journaliste bien en vue du Figaro, et dans le cas de M. Kolomoïski, qui, alors je le précise, est un oligarque chyprio-israélo-ukrainien, qui est un milliardaire ukrainien qui a été gouverneur d'une province en Ukraine, c'est des propos qui sont tenus en public. Et pour finir, je voudrais citer un témoignage de Klaus Schwab. Donc je pense que tout le monde ici, ou en tout cas beaucoup de gens connaissent Klaus Schwab. Klaus Schwab qui disait en 2017 à la Kennedy School de Harvard, alors la Kennedy School de Harvard, c'est un peu le Sciences Po mondialiste, on va dire, parce que c'est là où se trouvent tous les jeunes étudiants qui vont aller plus tard dans les grandes institutions internationales, type OMS, ONU, etc. Et donc M. Schwab disait en 2017, et là encore en public, c'est pas une caméra cachée, il savait que l'entretien était filmé, il disait, devant un public comme le vôtre, un parterre comme le vôtre, il disait « Avec mes Young Leaders, nous avons pénétré tous les gouvernements de la planète. » Donc les Young Leaders, je précise pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un programme de formation, en fait c'est des bourses, et ils repèrent les futurs potentiels, on va dire hauts potentiels, pour ensuite les former. Donc il disait « Avec mes Young Leaders, nous avons pénétré tous les gouvernements de la planète. » Et il ajoutait, alors voilà, Emmanuel Macron c'est nous, Justin Trudeau c'est nous, Merkel c'était nous, et puis il terminait en disant, hier soir j'étais à l'ambassade d'Argentine à Washington, il y avait une grande partie du gouvernement, c'était quasiment tous des mecs à moi. Donc ça c'est la réalité, c'est des choses, il faut quand même mesurer qu'il y a un tel degré de confiance sur ce contrôle, que ces personnes n'hésitent pas à le dire en public. C'est-à-dire là, ce que je viens de vous citer, ce sont des propos en source ouverte dans la presse. C'est pas des gens qui ont été mettre des micros, des caméras cachées. Ce sont des propos qui sont assumés publiquement. Et donc, ce que je voudrais vous amener à prendre conscience ce soir, en ce début de conférence, c'est qu'il existe en réalité, en dépit des apparences, une structure parallèle du pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir, en fait, est détenu par d'autres mains, d'autres réseaux que ceux qui sont présentés au peuple et qui sont mis en avant notamment à travers le processus et le jeu électoral. Alors comme je suis obligé d'aller quand même assez rapidement, je ne vais pas vous faire toutes les étapes, je vais vous dire en fait qui sont ces réseaux de pouvoir directement. Alors quand on travaille sur ces sujets, en fait c'est presque caricatural, il y a toujours les mêmes noms qui reviennent. Quand on remonte la chaîne, on arrive toujours au même nom. Alors ça en devient presque gênant parce qu'après on dit vous avez une fixation sur ces personnes. En fait on n'y est pour rien, on tombe toujours sur eux. Alors on tombe sur des grandes familles, on tombe sur les Rothschild, alors, notamment en Europe, on tombe sur les Rockefeller, alors ça c'est plus aux États-Unis, on tombe aussi sur les Warburg ou les Worms, ça c'est plutôt en Allemagne, on tombe dans un pays comme la Suède sur la famille Wallenberg. Alors je donne toujours cette petite anecdote, quand je travaillais sur ce sujet, je me suis amusé à regarder ce qui se disait sur la famille Wallenberg en Suède, j'ai découvert ce chiffre assez incroyable. Il faut savoir que dans les années 80, il y avait 40% de la population active suédoise qui travaillait directement ou indirectement pour la famille Wallenberg, à travers les entreprises que celle-ci contrôle en Suède. Et donc, je voudrais faire cette petite parenthèse parce que une petite parenthèse économique parce que le pouvoir de ces grandes familles provient essentiellement
de leur contrôle sur la monnaie et l'activité économique. Alors, notamment les Rothschild. Les Rothschild, il faut savoir que c'est une dynastie qui trouve son origine à Francfort, et ensuite qui a essaimé, qui est allé à Londres, qui est à Paris, qui est allé à Naples, qui est allé à Vienne, et en fait qui a fondé comme ça des succursales. Alors en fait, d'où vient la puissance des Rothschild? Les Rothschild ont inventé quelque chose qui aujourd'hui qui semble aller de soi, c'est le concept de banque centrale. C'est-à-dire qu'avant les Rothschild, la banque centrale n'existait pas. C'était quelque chose qui n'existait pas. Et en fait, alors je simplifie pour la clarté de l'exposé, mais en fait, quel est le deal qu'ont proposé les Rothschild aux chefs d'État? C'est en gros, vous allez nous confier un monopole sur l'émission de la monnaie et nous, on va vous prêter de l'argent. C'est-à-dire qu'autrefois, les rois finançaient le trésor en allant voir des banquiers individuels. Et là, l'idée de la Banque centrale, c'est qu'il va y avoir en fait un monopole sur la création monétaire. Et ce monopole va être confié à des mains privées. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut vraiment souligner 3 fois, parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, le contrôle de la monnaie est entre des mains privées. Alors par exemple, et c'est donc ça, on voit à chaque fois dans l'histoire récente, la première banque centrale, c'est la Banque d'Angleterre, c'est 1694. La deuxième banque centrale, c'est 1804, c'est la Banque de France qui est créée par Napoléon, et il faut savoir que Napoléon était un des premiers actionnaires, et même le principal actionnaire de la Banque de France. Et ensuite, en 1913, il y a la Fed, la Réserve fédérale. Et ça, je reviens là-dessus, parce que c'est quand même quelque chose d'assez incroyable de comprendre que le dollar, qui était jusqu'à récemment la clé de voûte de tout le système monétaire international, le dollar, c'est quand même la monnaie. Dès que vous vendez des matières premières, notamment du pétrole, vous êtes obligé de le payer en dollars. Par exemple, si un Chinois vend à un Thaïlandais du pétrole, il était obligé de le payer en dollars. Donc c'était un élément absolument central de l'architecture financière mondiale. Le dollar est une monnaie privée, qui appartient à des personnes privées, qui prêtent, et cette réserve fédérale prête de l'argent au trésor américain. Donc il faut bien comprendre ça. Il faut comprendre que si on ne comprend pas le contrôle de la monnaie par ces grandes familles, par ces grandes dynasties, on ne peut pas comprendre la source réelle de leur pouvoir, et par incidence, tout ce qui est en train de se passer dans le monde aujourd'hui, j'y reviendrai dans la dernière partie, avec la dédollarisation. Et donc, je voudrais aussi, pour terminer cette petite parenthèse sur le contrôle économique et monétaire, parler un petit peu de ce qui se passe aussi au niveau des grands fonds de pension. Alors, vous avez vu peut-être aujourd'hui qu'on est saturé de plus en plus de propagande, alors notamment propagande woke, propagande LGBT, les transgenres, etc. J'ai travaillé là-dessus il y a quelques temps. Il faut savoir que ça, c'est pas juste les délires parce qu'ils auraient embauché au département marketing un LGBT aux cheveux bleus ou qui aurait poussé sa lubie dans la campagne de marketing. Non, c'est quelque chose qui vient de beaucoup plus haut. Il faut savoir qu'il y a des grands fonds qui s'appellent BlackRock, donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, Vanguard ou State Street, et que ces grands fonds ont poussé quelque chose qui s'appelle la ESG, donc ça veut dire Environmental and Social Governance, donc en bon français, gouvernance sociale et environnementale des entreprises. Et donc en quoi ça consiste? C'est une manière, comme ils le font souvent, et je vous l'expliquerai un tout petit peu dans quelques instants, c'est en fait pour imposer leur agenda sans avoir l'air d'y toucher, ils vont utiliser des mesures bureaucratiques et technocratiques. Et l'ESG, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils vont attribuer des scores aux entreprises dans lesquelles ils ont des parts et des minorités de contrôle, enfin des parts de contrôle, et ils vont dire à tel PDG ou à telle grande entreprise, eh ben, si vous voulez continuer à être bien noté, si vous voulez continuer que vos performances soient bien évoluées, il faut que vous ayez un bon score d'ESG. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez mettre du LGBT dans vos publicités, vous allez recruter, vous allez être inclusif dans votre recrutement, vous allez faire de la publicité avec des transgenres. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que récemment, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, il y a eu un scandale aux États-Unis avec la marque Bud Light. Alors, je prends une référence française, c'est un peu le Kronenbourg américain. Alors, je ne sais pas quel est l'équivalent en Suisse de la bière vraiment populaire. En fait, ils ont fait une pub avec un influenceur transgenre. Alors, il y avait une dichotomie entre le public du produit et le marketing. Et donc, l'action a complètement chuté. Elle a perdu 6 milliards en une semaine. Enfin, c'était vraiment un carnage. Tous les gens dans les bars, les patrons de bars disaient plus personne ne veut boire cette cochonnerie. Enfin, c'était vraiment un carnage. Et en fait, en travaillant là-dessus, en me disant mais qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est là où il y a des gens qui ont dit mais oui, mais en fait pourquoi il y a ça? Parce qu'il y a ces scores d'ESG, il y a ces scores. Alors, pour tout ce qui est transgenre, c'est le CEI, c'est le Equality Index, le Corporate Equality Index. Et alors derrière ces mots,
En fait, derrière, c'est un agenda qui est poussé par ces grandes structures financières qui sont elles-mêmes détenues par ces grandes familles, alors avec un actionnariat qui est plus ou moins opaque. Par exemple, BlackRock, on sait à peu près qui est actionnaire. Vanguard, c'est un montage extrêmement complexe de participation croisée. En fait, vous ne savez pas à qui appartient quoi réellement. Réellement, et c'est pour ça que je dis toujours, tous les classements qu'on vous fait sur les grandes fortunes en disant Elon Musk est l'homme le plus riche du monde, Bernard Arnault est le plus riche du monde, ça c'est de la foutaise. Les gens très riches, les gens qui sont vraiment les grandes fortunes mondiales, déjà vous ne savez pas qui ils sont et ils font tout pour que leur nom ne soit pas connu du grand public. Ça c'est très important de le savoir. Et donc ça m'amène justement à un paradoxe, c'est qu'en fait pour la première fois dans l'histoire avec ce pouvoir mondialiste, on a un pouvoir qui ne veut pas qu'on sache qui détiennent le pouvoir. C'est-à-dire que quand vous regardez ce qui s'est passé autrefois, au contraire, le pouvoir avait vraiment une volonté de marquer. Vous savez, quand il y a eu les conquêtes, on allait planter le drapeau du roi pour dire ça, maintenant, ça appartient au roi d'Espagne, au roi de France. Dans toutes les colonies, on faisait ça. On voulait savoir qui donnait la loi, qui était sous quelle autorité, de quel prince vous viviez. Moi, je viens de Lorraine, on savait qu'il y avait le duc de Lorraine, et puis c'était lui qui dirigeait la Lorraine. Après, vous aviez les comtes de tel ou tel endroit, et en fait, on savait qui détenait le pouvoir. Et vous pouviez aller au château, si vous aviez un problème, ou il y avait un litige, vous pouvez aller voir monsieur le comte ou à la cour du duc et faire valoir votre droit et demander des comptes. Et c'est ça qu'ont compris en fait ces grandes familles. Leur coup de génie, c'est de comprendre qu'un pouvoir qui est invisible et qui n'a pas de forme, c'est un pouvoir qui ne peut pas être contesté. C'est pour ça, et quand vous travaillez sur ce sujet, vous vous rendez compte qu'ils dépensent des sommes colossales pour empêcher les gens de comprendre que ce sont eux qui détiennent le pouvoir. Tout le système médiatique contribue à cacher ces sujets, à ne pas vous dire, par exemple, je parlais du dollar, vous entendez jamais des commentateurs économiques qui parlent de la détention privée du dollar. Et tout ce que je suis en train de vous dire ce soir et que d'autres disent, il y a toutes ces hordes de fact-checkers qui sont payés par ces dynasties mondialistes, quand on remonte tout en haut de la chaîne, qui sont justement là pour dire aux gens, non, les écoutez pas, eux, c'est des complotistes. Mais non, bien sûr que les Rothschild, ça c'est un fantasme antisémite, et puis les Rockefeller, c'est du complotisme, etc. Donc, vous voyez, ces gens veulent tellement cacher la réalité du pouvoir qu'ils détiennent, qu'ils sont prêts à payer des gens pour camoufler ça à l'opinion publique. Donc ça veut bien montrer qu'il y a une volonté de camoufler la structure du pouvoir. Et ça, c'est unique dans l'histoire, et c'est une caractéristique principale du système dans lequel on vit aujourd'hui, et c'est essentiel pour comprendre les mensonges politiques. Et donc, là, je vous ai donné en fait le haut de la pyramide, et on va descendre maintenant d'un cran. Alors, quand on descend d'un cran, on arrive en fait où est le véritable pouvoir politique. En fait, où sont les vrais relais de pouvoir et d'influence. Donc, c'est pas du tout dans les ministères, c'est pas du tout dans les cabinets du président. En fait, ce sont dans des institutions internationales, alors qui sont présentées bien sûr comme des think tanks, des cercles de réflexion, etc. Alors, qui connaît ici ce soir le Forum économique mondial de Davos? Ouais, voilà, bon, je suis pas surpris. Qui connaît le Council on Foreign Relations, le CFR? Ah, un peu moins de monde. Qui connaît le groupe de Bilderberg? Voilà, il y en a beaucoup plus. La Commission trilatérale, voilà, un petit peu moins aussi. Vous voyez, il y a des noms qui sont... Il y en a un autre aussi qui est moins connu encore, c'est le Good Club, qui a été fondé par Buffett. Ah, il y a un monsieur là-bas qui connaît, voilà, Buffett et Bill Gates, et eux, ils sont vraiment sur les questions de dépopulation, vaccins, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est moins connu. Et je vais vous donner un témoignage que j'ai vu à ce sujet. C'était très éloquent. C'était un entretien de Philippe de Villiers sur TV Liberté qui racontait qu'en 2007, il s'est retrouvé par hasard, parce qu'à l'époque, il était député européen. Et en fait, il s'est retrouvé au Parlement européen. Alors je crois que c'était, je sais plus si c'était à Bruxelles ou à Strasbourg. Enfin, il s'est retrouvé là. Et puis, il venait chercher quelque chose. Enfin bref. Et puis d'un coup, il voyait des têtes connues qui passent. Il dit, tiens, il y a Henry Kissinger. Tiens, il y a Anne Lauvergeon, tiens, il y a plein de gens quand même d'un certain niveau, tiens, qu'est-ce qu'ils font tous là? Et puis, bon, personne ne lui a rien demandé, on ne lui a pas demandé son badge, etc. Il s'est retrouvé là, puis il écoutait un peu ce qui se disait, et puis il s'est rendu compte que c'était justement la commission de la trilatérale Europe. Et alors, qu'est-ce qu'ils disaient ces gens? Là, je vous parle en 2007, et je crois que l'histoire, il l'a raconté en 10 ans après, quasiment, pas en 2016 ou en 2018. En fait, il disait, on va détruire l'homogénéité des nations occidentales. Ensuite, il disait, on va détruire tout ce qui est barrières douanières, protectrices, etc., pour qu'il y ait un libre-échange complet, pour avoir une grande zone économique
intégré de circulation totale des biens, des personnes, etc. Et puis il parlait déjà, bien sûr, de tout ce qui allait être mis en place au nom du climat, donc toutes les restrictions sur voilà, passe carbone, etc., bilan carbone, enfin voilà, tout le package complet. Et donc il racontait ça, et puis il disait que peu de temps après, il est amené à rencontrer François Fillon, donc qui était à l'époque Premier ministre, hein, c'était sous Sarkozy. Et il lui dit, donc François Fillon lui dit, je vais aller à Bilderberg. Alors Philippe de Villiers me dit, mais attends, pourquoi tu vas à Bilderberg? Tu sais qui sont ces gens-là. Et là, c'est lui qui le dit. Moi, j'étais pas là pour vérifier, mais je pense qu'on peut lui faire confiance. François Fillon lui a répondu, bah oui, je vais à Bilderberg, c'est vrai, mais que veux-tu, Philippe? Ce sont eux qui nous gouvernent. Pourquoi il se cache? Il vous a répondu quoi? Et il m'a répondu, incroyable la réponse. Il m'a dit, que veux-tu, c'est eux qui nous gouvernent. Voilà. Donc ça, c'est le Premier ministre de la France qui dit ça. Donc en fait, c'est ce qui se passe, c'est qu'en fait, ces structures-là sont les endroits où nos dirigeants, qui sont démocratiquement élus en principe, vont recevoir en fait leur feuille de route. Et quand vous creusez un peu, d'ailleurs c'est ça qui est assez fascinant, c'est que quand vous creusez, tout est dit, tout est écrit. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait l'agenda 2020, maintenant c'est l'agenda 2030, et quand vous fouillez sur les sites institutionnels, alors il faut savoir décrypter, il faut savoir lire entre les lignes, mais en fait, ils disent ce qu'ils vont faire. C'est écrit, l'agenda est écrit, et ensuite après c'est déroulé. Alors ensuite, c'est déroulé comment? C'est déroulé par les courroies de transmission, qui sont des structures supranationales. Alors vous avez l'Union européenne, vous avez l'OMC, vous avez l'ONU, vous avez l'OMS. Alors puisqu'on parle de l'OMS, vous savez que là, très récemment, il y a un texte très 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 important qui a été voté, qui donne le pouvoir à l'OMS, en cas de crise sanitaire, de gérer la politique sanitaire à la place des États. Donc ça, c'est extrêmement grave. Ça veut dire que c'est une entité supranationale qui va gérer en fait la réponse sanitaire au nom des États. Et en plus, ce qui est formidable, c'est que cette structure, c'est elle-même qui déclare s'il y a urgence sanitaire ou pas. C'est quand même très pratique. C'est-à-dire que vous vous donnez vous-même les pleins pouvoirs selon des critères que vous avez vous-même définis. C'est absolument extraordinaire. Donc on est dans ce système-là, et l'autre volet qui est en train de se mettre en place, alors là c'est par les banques centrales, c'est la centralisation de la monnaie, c'est les monnaies numériques qui sont en train d'arriver, qui sont en train d'être mis en place. Et moi, je me rappelle qu'il y a 1 an, j'avais trouvé un extrait, vous pouvez le retrouver sur Internet, assez incroyable. C'était le vice-président, je crois, de la BRI, donc la Banque des règlements internationaux, qui est sise à Bâle. Et ce monsieur disait, donc c'était bien avant qu'on parle des monnaies numériques, il disait, bah écoutez, nous on veut tracer en fait toutes les transactions. Donc par exemple, aujourd'hui, vous avez 100 €, vous voulez le donner à un copain ou à un membre de votre famille, bah, cet argent-là, on ne peut pas le traquer, on ne peut pas le pister, c'est quand même scandaleux. C'est quand même scandaleux, on ne sait pas ce que les gens font de leur argent, c'est pas normal. Donc ça, c'est ce qui était dit, et j'avais trouvé cet extrait, il avait été diffusé, et depuis il a été repris, vous pouvez le retrouver assez facilement. Et donc voilà, donc ça, vous avez les différentes structures pour résumer, et donc tout en bas, vous avez les politiques. Et les politiques, en fait, ce sont juste des pions. Et ce que je dis toujours, c'est que, par exemple, Emmanuel Macron, le président de la République française, c'est pas le roi, c'est même pas le fou du roi, c'est juste un pion. Et c'est un pion qui sera sacrifié quand il aura cessé d'être utile. Il ne faut pas se voiler la face là-dessus. Mais le génie du système mondialiste, dont je vous ai montré le fonctionnement de manière assez succincte, c'est que c'est de faire croire que le pion est en fait le roi. C'est-à-dire qu'on concentre tous les débats, on cristallise toute la colère. Moi, on voit bien en France, quand il y a eu les gilets jaunes, quand il y a eu actuellement les manifestations sur les retraites, en fait, ce sont eux les paratonnerres. Et ils servent à ça. En fait, nos dirigeants politiques sont les punching balls pour le peuple, pour protéger le vrai pouvoir. C'est-à-dire que la colère du peuple, comme un paratonnerre, va aller frapper ses pantins et va épargner les vrais décideurs. Et c'est pour ça que je dis de plus en plus aux gens, ok, vous voulez que Emmanuel Macron tombe, que son gouvernement tombe, très bien. Mais déjà, qu'est-ce qu'il va y avoir à la place? Veillez déjà que ça ne soit pas un autre mondialiste sous un autre qui aura été sélectionné bien à l'avance, etc. Et puis surtout, ce qui serait plus intéressant, c'est de s'attaquer à la structure réelle du pouvoir. Et il y a quelques semaines, alors à Paris, c'était assez intéressant, il y a des manifestants contre les retraites qui sont allés prendre d'assaut le siège de BlackRock. Donc ça, c'était quand même intéressant, parce que c'est là où on commence à se rapprocher des véritables lieux de pouvoir. Donc pour continuer sur cette présentation, je voudrais quand même vous donner de manière là encore assez succincte quels sont les objectifs, parce que pourquoi ils se donnent tous mal?
Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Alors, pour vous résumer leur programme, il tient en quelques points. Alors déjà, ce qu'ils veulent, quand on les lit, hein, c'est pas moi qui le dis, il faut aller écouter ce que eux-mêmes disent. Ils veulent la destruction des nations. Ils veulent pas de nations souveraines. Ils veulent ce qu'ils appellent une gouvernance mondiale. Et ça, c'est assez intéressant quand on y réfléchit, à quel point c'est un projet qui est totalitaire, parce que la gouvernance mondiale, c'est la fin, non pas de la politique, mais du politique. Et qu'est-ce que définit la définition du politique? C'est justement l'exercice de la souveraineté et de l'autorité. En fait, ils veulent faire disparaître la notion même de politique. C'est-à-dire, si vous avez une gouvernance mondiale, vous n'avez aucun système qui peut lui être extérieur. Il n'y a pas d'altérité. Il y a un seul système qui s'applique à tous les habitants de la planète, donc il n'y a pas de système alternatif. Il n'y a pas l'idée même qu'on puisse se gouverner autrement, qu'on puisse avoir d'autres règles pour la société, pour tout ce qui est commun. En fait, ça devient plus possible. Donc c'est un projet véritablement totalitaire. Ensuite, l'autre objectif, c'est la destruction des peuples, des cultures et des religions traditionnelles. Et notamment sur la religion, c'est très intéressant, parce que eux, ce qu'ils veulent faire, c'est faire une grande religion inclusive. En fait, quand on les lit, ils ont compris avec quand même une certaine finesse psychologique et beaucoup de cynisme que les gens ont besoin de croire en quelque chose. Il leur faut des rites, mais ils trouvent, là encore c'est eux qui le disent, que les religions traditionnelles, alors que ce soit le christianisme en Occident, que ce soit l'islam dans le monde arabe, ou même les sagesses comme le confucianisme en Chine, en fait il y a quand même des principes fondamentaux qui heurtent le projet de nouvel ordre mondial, en tout cas de grande religion inclusive. Donc, il faut détruire ça et le remplacer par une grande religion qui serait une espèce d'ONG géante. Et, par exemple, on le voit dans le cas de l'Église catholique moderne, elle prend de plus en plus ce chemin-là, vers ce chemin d'enlever, en fait, tout ce qui peut déranger cette vision la grande religion inclusive du nouvel ordre mondial. Alors ensuite, il y a autre chose, c'est l'abolition de la propriété privée. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve sous leur plume, vraiment, même dès le 19e siècle. Et alors là, le coup de génie qu'ils ont trouvé, c'est que plutôt que de faire ce qui a été fait, par exemple, avec le communisme ou des choses plus violentes, où vraiment on dit, voilà, maintenant on va prendre vos biens, on va tout prendre. Là, maintenant, ils ont trouvé le truc génial, et vous verrez qu'ils le font dans beaucoup de domaines, c'est qu'en fait, ils vont vous amener à le faire de vous-même. Vous allez consentir à ce qu'on vous pique votre propriété. Et là, l'astuce qu'ils ont trouvée, c'est quoi? C'est le climat. Alors, je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais en France, on a une ministre du logement qui s'appelait Emmanuelle Vargon, qui commençait à dire, je crois que c'était dès l'année dernière, là, la maison individuelle, c'est fini, quoi. C'est pas possible. C'est trop gourmand en carbone, c'est trop du gaspillage, etc. Alors elle, au passage, elle habite dans une gigantesque propriété en banlieue parisienne chic, etc. Alors, bien sûr, ça les concerne pas. Mais pour le bas peuple, c'est fini. Ça va être, plus de propriété privée. Et d'ailleurs, vous avez peut-être certains d'entre vous ont vu cette communication absolument extraordinaire du Forum économique mondial qui résume tout dans un slogan, c'est vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Donc ça, c'est le projet. Hein. Et donc vous serez heureux pour plusieurs raisons. C'est parce qu'on vous aura abruti avec tout un ensemble de choses et on vous aura donc fait consentir au fait que vous allez vous dépouiller vous-même de votre propriété en disant je suis vertueux, je fais ça pour sauver la planète, etc. Donc j'en parlerai dans la dernière partie de ce premier chapitre. Donc il y a ça. Donc comment ils vont mettre ça en place? Ils vont mettre ça en place avec la surveillance généralisée. En fait, même plus généralement, c'est même pas que la surveillance, c'est le technocratisme. C'est-à-dire le principe du mondialisme, c'est que tout peut être réduit, peut être mesuré, peut être surveillé, c'est des variables. En fait, le monde devient un gigantesque tableau Excel. Et dans la deuxième partie, je vous montrerai la vision, pourquoi en fait ça a l'air neutre comme ça, mais en fait il y a une vision spirituelle extrêmement dangereuse et très bien définie qui est derrière cette idée-là. Et donc c'est la dictature, tout en fait c'est le règne de la quantité contre le règne de la qualité. C'est-à-dire tout ce qui ne peut pas être mesuré n'existe pas. Donc c'est-à-dire il faut que tout soit réduit à des chiffres, des nombres, et ils ont cette obsession de la data, vous voyez que de plus en plus on parle du big data, etc. Il faut que tout soit réduit de la donnée, et par exemple Klaus Schwab expliquait ça très bien, là encore en public en 2016, il disait à la RTS, donc la radio-télévision suisse, il disait nous allons vers la fusion du biologique, du numérique et du médical. Donc il dit en gros vous serez implantés, on aura tous des puces, et ces puces vous les utiliserez pour payer, pour accéder au transport, etc. Et en fait, il faut bien comprendre que ça, c'est ce projet en fait de générer de la donnée, tout doit générer de la donnée. En fait, c'est ce qu'ils appellent la convergence biodigitale. Et c'est dans ce cadre de ce projet que vous avez ce qui s'appelle les smart cities, c'est-à-dire les villes intelligentes. En fait, les villes intelligentes, c'est un espèce de goulag numérique
où on va être tous mis en réseau, mais réellement, hein. C'est-à-dire vous allez avoir les objets connectés comme les voitures, vous allez avoir des capteurs qui seront à tous les croisements, vous aurez vous-même vos implants et vos puces que vous aurez dans le poignet, etc. Et donc ça, c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent absolument faire, et ils sont en train d'évoluer. Là, avec ce qui s'est passé ces dernières années avec le Covid, un des objectifs du Covid, c'est de mettre en place cette infrastructure. Toute cette infrastructure numérique, elle a été mise en place. Elle était mise en place sous prétexte de la crise sanitaire. Là encore, en fait, on n'a pas vendu ça aux gens de manière directe, et la prochaine étape, ça sera notamment au nom de la sécurité. Moi, j'ai eu un échange il y a quelques semaines avec un maire d'une petite commune alsacienne, voilà, au fin fond de la vallée. Il n'y a rien, il n'y a pas de criminalité. On le tanne, c'est un excellent maire qui a d'ailleurs été présent dans des manifestations anti-pass, etc. Un des rares, un des seuls même, qui disait, moi on me tanne depuis des années pour que je mette des caméras de vidéosurveillance partout dans ma ville. Mais il me dit déjà ça coûte cher, on peut mettre l'argent ailleurs, et en plus, dans notre cas, ça sert à rien. En fait, vous comprenez à quoi ça sert réellement si vous comprenez ce projet de surveillance généralisée. Et ça va en lien, je mentionne ça aussi en passant, mais je reviendrai dessus plus dans la deuxième partie, c'est en lien aussi avec le transhumanisme. C'est-à-dire, il y a vraiment cette idée que l'être humain peut être augmenté et qu'on va aller vers cette convergence biodigitale, c'est-à-dire on va rajouter des implants, on va rajouter ce qu'ils appellent les wearables, c'est-à-dire des implants connectés. En fait, grâce à ça, on va décupler nos capacités. Et d'ailleurs, il y avait quelqu'un que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Laurent Alexandre. Et Laurent Alexandre disait, mais l'avenir, alors lui, c'est l'apôtre du transhumanisme en France et dans le monde francophone en général. Il disait, l'avenir, c'est les hommes augmentés, voilà, on aura tous des implants. Et là, il posait cette question qui devrait faire froid dans le dos pour les gens normalement constitués. Il disait, de toute façon, tous les gens qui ne sont pas implantés, tous les gens qui refusent ça, ils seront inutiles. Alors, il disait, ils ne seront pas compétitifs dans le marché du travail. Qui voudra embaucher quelqu'un qui n'est pas augmenté par soit ses muscles pour faire des travaux de force, soit ses compétences intellectuelles pour les activités de mémoire. Et puis il disait, puis en plus de ça, il y aura l'IA par-dessus. Donc en fait, il y a plein de gens qui serviront à rien, des inutiles. Puis il regardait les gens, il disait, mais qu'est-ce qu'on va en faire? On se demande. Et ce qui m'amène à la dernière partie, c'est que leur projet, c'est la dépopulation. La dépopulation, et ça, ils l'ont écrit, dit et redit. Et quand, en fait, ce que j'essaye de vous expliquer dans cette partie, c'est la cohérence du projet. C'est-à-dire que leur projet est tout à fait cohérent, c'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'il va y avoir une classe d'élus qui sera augmentée, qui sera, j'en reviendrai dessus dans la deuxième partie, mais qui sera comme des nouveaux dieux. En dessous, il y aura leurs esclaves. Et pour que les esclaves se tiennent tranquilles et qu'ils ne remettent jamais en cause la puissance de la caste, ils seront pucés, ils seront surveillés, ils seront enfermés dans des grands goulags, et puis quand ils seront un peu trop malheureux, on leur donnera un peu de drogue pour les calmer, et puis on les mettra dans la réalité virtuelle, ils auront leur porno, ils auront leur divertissement, ils se tiendront tranquilles, et puis les autres, on n'en a plus besoin, donc on les dégage. Et donc ça, on le fait de manière directe, alors en empoisonnant les gens de diverses manières, entre la nourriture, entre l'eau, entre voilà, tous les produits pharmaceutiques, et puis on les fait de manière indirecte, et ça sera la prochaine partie dont je vous parlerai, c'est en fait en amenant les gens, là encore, à se stériliser eux-mêmes. Les gens se stérilisent eux-mêmes, ils ne veulent plus d'enfants pour sauver la planète. Quand vous dites à quelqu'un, un adolescent, qu'il faut qu'il soit transgenre, et que en fait il va prendre un traitement médical à vie, mais en fait, on ne le dit pas, mais ce qu'on fait, c'est qu'on le stérilise. Vous êtes juste en train de stériliser un enfant. Donc en fait, c'est ça, c'est à la fois direct et à la fois indirect. Et pour terminer sur ce dernier point, il y a un point, alors ça c'est la partie divertissement, mais pour eux, je pense que beaucoup d'entre vous en ont conscience, c'est tout ce qui touche à la sexualité, et notamment la sexualisation des enfants. Ça c'est leur projet, et il faut comprendre que ce qui est dans les tiroirs, là, c'est normaliser la pédophilie. Ça, il faut en avoir bien conscience, et même aux États-Unis, j'ai vu qu'ils parlent de plus de pédophilie. Maintenant, il ne faut plus dire pédophile, parce que vous comprenez, c'est trop stigmatisant. Et il faut dire personne attirée par les mineurs. Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose, je vous donne un outil, c'est la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire, c'est un concept, alors je ne vais pas le développer trop longuement, mais en fait, le concept de la fenêtre d'Overton, c'est comment vous prenez quelque chose d'inacceptable. Alors, Overton prend l'exemple du cannibalisme, c'est-à-dire un tabou absolu. C'est vraiment un tabou dans le sens le plus fort du mot. Puis petit à petit, vous le rendez acceptable. Alors, vous le prenez pas d'un seul coup. Vous avancez petit à petit, et en fait, là, quand vous avez cette grille de lecture, vous voyez que la fenêtre d'Overton, notamment sur la pédophilie, elle est en train de s'ouvrir de plus en plus. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire, et donc ça m'amène justement, ça fait la transition avec la dernière partie de ce chapitre, c'est leurs moyens. Comment ils arrivent à imposer leur projet.
Alors ils utilisent 3 techniques, c'est vraiment très important. Si vous repartez avec ces 3 outils ce soir, vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre comment ces gens fonctionnent et les combattre. Alors le premier moyen, c'est l'infiltration. Ça a été très bien rappelé par Madame Caillé dans l'introduction de cette conférence. Leur principe, c'est l'infiltration plutôt que l'invasion. Ils ont compris que c'était beaucoup plus efficace et que ça suscitait beaucoup moins de résistance, en fait, d'infiltrer un système plutôt que de l'attaquer frontalement. Nous, en France, on a connu, par exemple, l'occupation nazie. L'occupation nazie, voilà, moi, par exemple, mes grands-parents l'ont connu dans l'est de la France. Voilà, vous étiez dans votre boulangerie, il y avait un officier nazi qui arrivait, qui prenait le pain, etc. Voilà, tout le monde comprenait qu'il y avait une occupation, il y avait un type en uniforme qui venait et qui clairement vous montrait qu'il vous dominait, qu'il vous asservissait. Et donc ça, ils ont compris en fait que c'était un peu trop grossier et qu'il fallait être plus subtil. Puis surtout, ils ont compris qu'en fait, c'était extrêmement consommateur de ressources. En fait, pour contrôler un système, quand vous étudiez un peu le sujet, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas besoin de tout contrôler. Vous n'avez pas besoin d'avoir une armée d'occupation qui occupe tout avec des gars à chaque carrefour qui surveillent. Ça, pareil, c'est trop grossier, c'est trop énergivore. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut contrôler les leviers critiques du pouvoir et de l'influence. Je vais vous donner un exemple concret de ça. C'est l'exemple de George Soros avec la Cour européenne des droits de l'homme. Alors peut-être que certains d'entre vous l'ont vu la semaine dernière. Il y a quelqu'un qui s'appelle Gregor Pupin, qui est le directeur de l'ECLJ, qui est un think tank basé à Strasbourg, et je connais Gregor Pupin personnellement, qui a fait ce rapport sur justement comment George Soros a pris le contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors je vais vous expliquer, c'est extrêmement simple. En fait, la Cour européenne des droits de l'homme, la première arnaque, c'est pas des magistrats professionnels, en tout cas pas que. Donc vous pouvez nommer des gens qui peuvent être nommés en tant que juges à la Cour européenne des droits de l'homme. Et notamment, vous pouvez nommer qui? Vous pouvez nommer des directeurs d'ONG. Alors là, vous commencez à voir l'astuce. Qu'est-ce qu'a fait George Soros? Il a créé plein d'ONG dans les pays de l'Est, notamment dans des pays type Roumanie, Bulgarie, Moldavie, etc. Et il a fait en sorte que les directeurs de ces ONG soient nommés à la Cour européenne des droits de l'homme. Et honnêtement, c'est un coup de maître, parce que franchement, c'est pas cher. Vous créez quelques ONG, vous rémunérez les gens correctement, mais ça vous coûte peut-être 10-20 millions d'euros, ce qui est un investissement finalement assez faible. Mais avec ça, vous contrôlez toute la jurisprudence de l'Union européenne, c'est-à-dire 300 ou 400 millions de personnes, avec un investissement extrêmement limité. Et il a fait la même chose aux États-Unis, il a fait la même chose en finançant les procureurs et les shérifs. Vous savez que aux États-Unis, ce sont des mandats électifs. Donc qu'est-ce qu'a fait George Soros? Il a financé des campagnes de procureurs et de juges. On sait qu'il a mis 40 millions de dollars là-dedans. Et en fait, qu'est-ce que ça lui a permis de faire? Ça lui a permis de faire plein de choses. Par exemple, en 2020, quand il y a eu les émeutes Black Lives Matter, en fait, les comtés où ça a le plus chauffé, où il y a eu les émeutes les plus violentes et le moins d'arrestations, c'était les comtés où les procureurs et les shérifs étaient à la botte de George Soros. C'est-à-dire que les juges ne faisaient pas leur travail, ne poursuivaient pas, et les shérifs n'allaient pas arrêter les gens. Et là, il y a quelques semaines, vous avez sans doute appris que Donald Trump était mis en accusation ou inculpé par un juge de New York qui s'appelle Alvin Bragg. Je vous demande en mille, qui a donné 1 million pour la campagne du juge Alvin Bragg? George Soros. Donc voilà, en fait, c'est une manière vraiment très très simple d'infiltrer les systèmes en ciblant, en recrutant les gens. J'ai parlé aussi, je ne vais pas revenir dessus, de tous les programmes type Young Leaders, French American Foundation, etc. En fait, c'est tout un vivier de gens que vous cultivez, et il faut savoir que ça remonte il y a très très longtemps. Par exemple, quand vous travaillez dans une perspective historique, vous vous rendez compte que cette structuration, elle remonte déjà à la fin du 19e. Il y a quelque chose qui s'appelle la Société Fabienne, avec le groupe de Milner notamment, qui commence au collège All Souls de Oxford, donc en Angleterre, un des plus prestigieux collèges, universités au monde. Et en fait, il y a notamment quelque chose qui s'appelle les bourses Rhodes de Cecil Rhodes. Et en fait, c'est de repérer des gens qu'on va faire entrer, alors plus ou moins directement et plus ou moins progressivement, dans l'idéologie mondialiste, en les finançant, en les repérant. Et donc ça sert à ça. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le premier logo, après ils l'ont changé quand même, de la société Fabienne, donc qui a été créée à la fin du 19e, c'était un loup déguisé en agneau. Donc voilà, le programme est assez clair. Donc quand je vous parle d'infiltration, c'est exactement ça. Alors ça, c'est un premier moyen. Le deuxième moyen, c'est l'ingénierie sociale. Alors là, je renvoie notamment aux travaux du grand maître du sujet, qui est Lucien Cerise. Je pense que certains d'entre vous le connaissent, qui a écrit des livres absolument passionnants et qui donne des conférences passionnantes sur le sujet. Alors qu'est-ce que c'est que l'ingénierie sociale? C'est la modification furtive des attitudes et des comportements.
C'est-à-dire qu'on va vous amener en fait à avoir certaines pensées, certaines idées, certains comportements, et on va vous manipuler sans que vous vous en rendiez compte. Alors moi j'ai découvert ça par le biais de l'économie, il y a une branche de l'économie qui s'appelle l'économie comportementale. Il y a des gens qui ont écrit notamment un livre qui s'appelle sur le nudge. En fait, to nudge, c'est donner un petit coup de coude en anglais. Et donc en fait, c'est comment on nudge les gens vers les bons comportements. Et en fait, c'est ça qui est assez extraordinaire. Je vous disais il y a quelques instants qu'on amène les gens en fait à agir contre leurs propres intérêts, et on le fait grâce à ça, grâce à l'ingénierie sociale. Et moi, je l'ai vu de manière assez frappante, parce que dans une autre vie, je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était cinéma, je faisais de la critique de films, j'ai même fait des courts-métrages, et vous voyez en fait comment le cinéma, comment les médias de masse et le divertissement sont utilisés pour faire ça, pour faire de l'ingénierie sociale. Le meilleur exemple, c'est Netflix. Il faut savoir que Netflix est une entreprise qui perd des sommes colossales d'argent, qui est endettée jusqu'aux yeux. Je veux dire, n'importe quel financier sain d'esprit devrait dire « Non, mais là, on arrête les frais, là, votre boîte, elle sera jamais rentable, c'est une machine à cramer du cash, on arrête. » Mais pourquoi elle continue d'être financée encore et encore, Netflix, et que même si elle avait des taux absolument incroyables d'abonnement, elle ne pourrait jamais être rentable? Parce qu'en fait, le but de Netflix, c'est pas de gagner de l'argent, le but de Netflix, c'est de faire de l'ingénierie sociale. Netflix, c'est à deux buts. C'est vous coller devant vos écrans et de vous faire en sorte que les seules discussions que vous avez autour de la machine à café, c'est la dernière série que vous avez vue. Et l'autre chose, c'est faire passer de l'ingénierie sociale par les séries, notamment tout ce qui est LGBT, transgenre, climat, une propagande vraiment à plein régime là-dessus. Et vous voyez vraiment comment ça évolue. Et sur les sujets de société, vous voyez comment ça évolue. Il y a quelques années, en France, il y avait une série qui s'appelait Plus belle la vie. Je sais pas, peut-être que certains d'entre vous la connaissent, qui était regardée, c'était vraiment le feuilleton populaire. Et moi, j'ai vu la possibilité, alors je travaillais pour une boîte qui avait fait un jeu vidéo Plus belle la vie. Et en fait, ça nous avait amené à discuter avec des scénaristes de cette série, parce qu'ils devaient vérifier que voilà, c'était fidèle à l'esprit, etc. Enfin, il y avait un droit de regard. Et les gars nous expliquaient qu'ils étaient là pour éduquer la population française. Que leur boulot, en fait, c'était, voilà, les Français sont racistes, les Français sont homophobes, les Français sont sexistes. Donc, à travers une série comme Plus belle la vie, on va les rééduquer. C'était le but affiché par un des scénaristes. Donc ça, c'est un moyen. Donc c'est pour ça qu'il faut être très très vigilant. Il faut comprendre en fait ce que c'est que l'ingénierie sociale et comment ça marche et comment vous pouvez en être victime sans même vous en rendre compte. Absolument, sans même vous en rendre compte. Et là, j'ai donné l'exemple de Netflix parce qu'il me semble frappant, mais les médias de masse, c'est exactement la même chose. En fait, on appelle ça en technique, c'est le framing. En fait, ils sont là pour vous mettre un cadre et vous empêcher de penser hors de ce cadre. Hors de ce cadre. Donc c'est ça l'ingénierie sociale. Et alors la dernière méthode, c'est la révolution de couleur. Alors Colored Revolution en anglais, alors qu'est-ce que c'est qu'une révolution de couleur? Une révolution de couleur, c'est en fait un coup d'État qui est mené par des services secrets, alors essentiellement la CIA, mais en fait qui est plus présenté pareil comme une invasion ou comme un vrai coup d'État à l'ancienne. En fait, c'est présenté sous une révolte démocratique et populaire. Et derrière, vous allez avoir les médias de masse qui vont marteler ce message auprès de l'opinion publique. Alors ça sera toujours des ONG, des partis d'opposition, des groupements étudiants, et c'est toujours vendu comme tel. Alors les exemples, l'exemple type de ça, c'est la Révolution française. Là, je ne rentrerai pas dans le détail ce soir, parce que ça serait trop long, mais la Révolution française, c'est la première révolution de couleur de l'histoire, et ensuite c'est décliné. Même Lénine le dit la Révolution française est la matrice de toutes les révolutions qui suivent. La Révolution bolchevique de 1917, c'est une révolution de couleur. Vous avez ensuite après, par exemple, mai 68, qui est une révolution de couleur contre De Gaulle. Vous avez Tiananmen en 89, c'est une révolution de couleur. Les printemps arabes en 2010-2011, aussi des révolutions de couleur. En 2014, Euromaïdan, plus proche de nous, avec le lien avec ce qui se passe en Ukraine, c'est aussi une révolution de couleur. Alors, juste petite parenthèse sur la guerre en Ukraine, j'en parle un peu plus dans mon dernier livre, mais on a quand même un enregistrement de l'époque, probablement une fuite des services russes, enfin une fuite volontaire, où on a Victoria Nuland, qui est la vice-ministre des Affaires étrangères des États-Unis, qui est en train, avec l'ambassadeur du coin l'ambassadeur des États-Unis en Ukraine, qui est en train de refaire tout le gouvernement ukrainien. En disant non, lui, il n'est pas très pro-américain, il sera difficile à gérer, non, lui, il ne le mettez pas, etc. Donc quand on vous dit que la révolution ukrainienne, c'est la révolution du peuple ukrainien contre le pouvoir pro-russe, etc. En fait, ils ont juste troqué un pouvoir qui était pro-russe, ça c'est vrai, mais contre un pouvoir qui était complètement à la botte de Washington et des néoconservateurs américains. Donc ça, et avec les rassemblements Maïdan, etc., c'est une révolution de couleur.
Et encore plus proche de nous, vous avez en 2020 Black Lives Matter, c'est encore une révolution de couleur qui vise Trump. Et il y en a une, alors plus petite, qui a fait moins de bruit. En 2021, il y a eu une révolution de couleur contre Loukachenko en Biélorussie, parce qu'il ne voulait pas appliquer les règles sanitaires notamment, et donc on lui a mis une petite révolution de couleur, et il l'a écrasé, c'est pour ça qu'il s'est rapproché de la Russie, et que maintenant il y a une alliance très très forte, parce qu'il a compris qu'on avait essayé de lui faire le coup. Donc il y a une grille de lecture sur les révolutions de couleur. Il y a quelqu'un de très intéressant que je cite dans un de mes livres, c'est Yuri Bezmenov, qui est un ancien du KGB, qui expliquait le schéma, donc c'est toujours le même, c'est démoralisation, donc vous sapez la légitimité du pouvoir en place, déstabilisation, crise et normalisation. Donc c'est toujours le même schéma. Donc une fois que vous avez compris ça, vous avez compris comment ça marche. Et il disait quelque chose, pour terminer là-dessus, de très intéressant, Bezmenov. Il disait, vous savez, on croit que les services de renseignement, c'est du travail à la James Bond, on va désamorcer des têtes nucléaires, on va infiltrer des bases secrètes pour voler des prototypes, etc. Ça, c'est 10% du boulot. Le reste du boulot, c'est d'aider à détruire les adversaires de l'intérieur. Et comment on fait? Ça, c'est 80% ou 85% du travail. Et comment on fait? Il dit, c'est simple. Dans une société, il y a toujours des déviants, des marginaux, des gens qui sont antisociaux, qui sont contre la société dans laquelle ils vivent. Donc, dans une société saine, en fait, ces gens-là, il y a un cordon sanitaire autour d'eux, ils peuvent faire leur truc dans leur coin, mais ils n'ont pas d'influence. En fait, ils n'ont pas d'impact sur la société. Ils sont juste à la marge. Le boulot des gens comme nous, c'est de trouver ces gens-là, de leur donner de l'argent, de leur donner un mégaphone et de les pousser via les médias, via l'ingénierie sociale. Et en fait, après, ils font le boulot à notre place. Ils détruisent le pays de l'intérieur. Et en fait, on a juste besoin de donner la petite pichenette de départ et après, c'est comme l'avalanche, ça se met à rouler tout seul. Et donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc, si vous avez ces outils-là, si vous comprenez l'infiltration plutôt que l'invasion, si vous comprenez l'ingénierie sociale, et si vous comprenez ce que c'est qu'une révolution de couleur, vous avez tous les outils, et ce que j'espère, c'est que la prochaine fois que vous ouvrirez votre téléviseur après cette conférence, vous direz « Ah, lui, c'est probablement un agent infiltré mondialiste. Ah, ça, c'est une tentative d'ingénierie sociale. Ah non, là-bas, ce qui se passe au Myanmar ou en Corée, ça, révolution de couleur. » Et en fait, une fois que vous avez ces outils-là, vous ne pouvez plus vous faire avoir, et c'est ce que je vous expliquerai d'ailleurs dans la deuxième partie, c'est que le problème avec ces gens-là, c'est qu'ils ne sont pas très créatifs. Je vous ai fait la liste des révolutions de couleur dans l'histoire. Une fois que vous avez compris ce que c'est qu'une révolution de couleur et comment ça marche, en fait, c'est toujours pareil, ils utilisent toujours le même manuel. C'est vraiment très répétitif. Donc là, avec ça, vous avez vraiment 3 outils fondamentaux et donc pour vous battre. Donc maintenant que je vous ai présenté la partie structure du pouvoir, objectif, moyen, je vais vous parler d'un sujet absolument central qui est les mensonges spirituels. Alors, pourquoi je vais insister sur ce point-là ce soir? Parce qu'en fait, c'est un sujet qui est souvent occulté des débats, et je vous expliquerai pourquoi. On se concentre sur le politique, et en plus, c'est un sujet qui est extrêmement sensible, parce que quand on parle du spirituel, on engage les croyances de chacun, c'est un sujet sensible, et bien sûr, les politiques, ou beaucoup de gens, même d'intellectuels, veulent surtout pas aller sur ce terrain-là, parce que c'est un terrain déjà qui est glissant, et qui est extrêmement clivant. Alors moi, je vais vous faire une présentation des enjeux spirituels. Je vous les ferai avec deux volets, c'est-à-dire qu'il va y avoir un volet qui sera vraiment objectif, qui sera de la théologie, l'histoire des idées, l'histoire de la philosophie, et puis il y aura certains éléments qui seront par le prisme de ma foi catholique. Je pense que beaucoup de gens, enfin ceux qui me suivent le savent, je suis un catholique affiché, donc il y a des clés théologiques, mais qui me semblent importantes pour comprendre ce qui se joue. Et notamment, ce que je voudrais vous dire, c'est avoir conscience en fait du bain spirituel dans lequel on baigne en fait. Et d'ailleurs c'était mon cas avant que je comprenne ces enjeux-là, et ça se voit d'ailleurs si vous lisez mes œuvres complètes, si j'ose dire, vous verrez qu'il y a une évolution très nette à partir du moment où je comprends ça en fait. Et en fait ce que j'ai compris, c'est qu'aujourd'hui en fait on a une religion, de fait, cette religion c'est ce qu'on appelle le naturalisme. Alors qu'est-ce que ça veut dire le naturalisme? C'est un terme philosophique technique, c'est une idéologie, un courant de pensée qui dit qu'en fait, il n'y a pas de surnaturel. C'est-à-dire que tout ce qu'on vit, c'est limité au monde matériel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'éternité de l'âme. Donc s'il n'y a pas d'éternité de l'âme, on ne se demande pas ce qui se passe après. On ne se demande pas si il y a un paradis, il y a un enfer, il y a, pour ceux qui croient à ça, une réincarnation, etc. Donc il n'y a que le monde présent. Il n'y a que le monde présent, on vient du néant, on retourne au néant, et après notre mort, il n'y a rien. Donc ça, c'est le bain spirituel dans lequel les gens baignent, et incidemment, ça veut dire aussi que, en fait, on n'est que de la matière.
On n'est que de la matière, on n'est que de la viande, on n'est qu'une somme de processus chimiques, de connexions électriques de 0 et de 1. En fait, c'est la réduction de l'homme à une machine. Et donc ça, c'est intéressant parce que c'est en fait ce que pensent tous les gens qui sont notamment dans le transhumanisme. C'est-à-dire que pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous allez voir à chaque fois le lien qu'il y a avec ce qu'on est en train de vivre et certaines dérives qu'on constate. Alors par exemple, si l'homme n'est qu'une machine, si l'homme n'est qu'une machine, on peut réparer la machine. Quand la machine elle cesse d'être utile ou de remplir sa fonction, on la jette, on la liquide, elle n'est plus utile. Ça c'est ce que vous savez, que dit Jacques Attali, à partir de 65 ans, on ne sert plus à rien, on coûte cher, donc la machine on la dégage, on la met à la casse, quoi. Et à l'inverse, on peut augmenter la machine, on peut lui rajouter des fonctionnalités, etc. Et puis on peut essayer de la faire durer le plus possible. Puisque s'il n'y a que cette vie sur Terre, en fait, autant essayer de vivre le plus possible. Et aussi, c'est là où ça nous amène aussi à tout ce qui touche autour des perversions et des déviances. Parce que s'il n'y a pas d'après, si on n'est pas jugé après, en fait, autant se faire plaisir, autant suivre sa pente, allons dans tous les excès, peu importe finalement si on fait du mal aux autres pour se faire plaisir, peu importe, de toute façon, quelle importance, il n'y a rien après. Donc, tout ce qui compte, c'est le plaisir qu'on peut avoir maintenant et tout de suite, plus de limite. Donc c'est ça aussi qui irrigue cette vision. Et ça, notamment la vision transhumaniste, on n'est que de la viande, etc., ça c'est la vision de tous les gens de la Silicon Valley. Moi, j'ai travaillé un petit peu, ça a été dit dans le jeu vidéo à un moment assez bref, j'ai vu que ça, c'est l'évangile de la Silicon Valley. C'est vraiment l'idée qu'on n'est que de la matière et que de toute façon, il n'y a rien après, et tout ce qu'on peut augmenter par la technique, il faut le faire. Donc, vous voyez, les gens qui influencent l'environnement technologique dans lequel on vit avec l'IA, etc., j'y reviendrai dans quelques instants, en fait, sont influencés par cette idée, mais qui est en fait une idée qui est assez récente dans l'histoire de l'humanité. Le naturalisme, aujourd'hui, on baigne là-dedans et ça semble aller de soi, mais il faut comprendre que ça ne va pas de soi. Et donc justement, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'en fait, il faut comprendre que ça, c'est une rupture complète avec toute la pensée chrétienne. La pensée chrétienne, c'est, alors, on va dire, la christianisation de l'Europe, elle se fait en plusieurs phases, mais on va dire c'est à partir du 5e siècle en France, et après c'est 6e, 7e siècle, et ça se termine avec la modernité, les Lumières. En fait, il y a tout un processus de combattre la vision chrétienne et la philosophie qui la sous-tend. Parce qu'en fait, quand on parle du christianisme, le problème qu'on a, c'est que maintenant, c'est système contre système. Ça, je reviendrai. C'est, toi tu crois ça, moi je crois ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière les religions, que ce soit le christianisme ou d'autres d'ailleurs, il y a tout un corpus philosophique. Et c'est d'autant plus vrai pour la philosophie chrétienne. Et donc, par exemple, quand on est dans une société chrétienne, on est dans une société qui est centrée sur Dieu. L'important, c'est la volonté divine. C'est qu'est-ce que veut Dieu et comment on essaye d'accomplir le plan de Dieu. À partir de la Renaissance, je dis bien de la Renaissance, on commence à avoir ce glissement. On commence à partir dans une société qui est centrée sur l'homme. Et quand on parle de l'humanisme de la Renaissance, ça c'est la tarte à la crème. On met de l'humanisme à toutes les sauces. Il faut bien comprendre que l'humanisme, c'est à l'origine, pour une toute petite minorité, et là je vous parle vraiment, c'est infime, hein, il ne faut pas imaginer que c'est très répandu dans la société, c'est une avant-garde de l'avant-garde, mais c'est le début de la remise en cause de la vision chrétienne centrée sur Dieu. On passe d'une société centrée sur Dieu à une société centrée sur l'homme. Après, on passe à la deuxième étage de la fusée, ça c'est avec les Lumières. Les Lumières, c'est quoi? C'est les Lumières, pareil, pour résumer de manière assez synthétique, c'est d'une part, il n'y a pas de vérité absolue, on est dans la subjectivité, on commence à dire que c'est l'homme en fait, qui crée les choses par lui-même, donc par sa subjectivité, et c'est aussi dire que en fait, la raison humaine se suffit à elle-même. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de vérité révélée. La vision chrétienne, c'est pas ça. La vérité chrétienne, la vision chrétienne, c'est de dire l'intelligence humaine nous a été donnée par Dieu, d'accord? On peut comprendre les choses par cette intelligence, mais jusqu'à un certain point. Et c'est parce qu'on a une limite qu'on a besoin de la révélation. C'est pour ça qu'on parle des religions révélées. Parce qu'en fait, il y a une vérité qui ne peut être révélée que par Dieu et qui nous permet de comprendre certaines choses par notre intelligence. Donc ça, et en fait, je vous explique tout ça parce qu'il faut bien comprendre ce basculement qui se produit à partir des Lumières, qui constitue vraiment une rupture. Et toute notre philosophie et notre pensée moderne,
est fondée sur ça. Et ça aboutit, la dernière étape de ça aboutit à tout ce qui est socialisme, marxisme, etc. Où là, on va encore plus loin, c'est par exemple le matérialisme dialectique de Marx, donc il y a matérialisme, hein, donc on est dans le matérialisme, et tout ce qui existe dans la société, ce sont les forces matérielles. C'est les rapports de classe, c'est les facteurs de production, il n'y a que ça qui compte pour expliquer la société. Et il y a même un basculement que je voudrais vous rendre sensible, c'est que qu'est-ce qu'on dit avec ça? C'est qu'on va même plus loin, on dit, quand on est dans une logique socialiste marxiste, qu'on peut atteindre le paradis sur Terre. On peut atteindre le paradis sur Terre. C'est une pensée extrêmement religieuse, parce que comme on n'est plus dans le surnaturel, donc on ne croit plus qu'il y a le paradis après, on ne croit plus à la puissance de la prière, on ne croit plus au miracle, etc. On est dans le matérialisme, et en même temps, on croit qu'on peut avoir le paradis sur Terre. Et ça vous donne une clé pour comprendre notamment toutes les dérives et les excès qu'il y a eu dans le communisme. Parce que si le paradis peut être atteint sur Terre, s'il suffit de se débarrasser des bourgeois, des propriétaires, pour atteindre le paradis sur Terre, s'il faut tuer 20 millions de personnes, c'est pas cher payé pour le paradis. C'est pas cher payé, finalement. Si on atteint le salut par ça, allons-y. Je veux dire, ok, on les sacrifie, mais c'est pour la bonne cause. Vous comprenez, ça peut aller très loin quand vous pensez que vous pouvez atteindre le paradis sur Terre. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, parce qu'en fait, on est dans un monde, ces idéologies qui sont présentées comme n'étant pas religieuses, en fait, ont toujours un fond religieux et ont une idéologie qui déjà s'oppose à la vision chrétienne qui fonde notre civilisation, et en même temps, en fait, peuvent conduire à des dérives extrêmement graves. Et d'ailleurs, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que tout le projet mondialiste, en fait, si vous l'analysez avec cette grille-là, vous comprenez que c'est une inversion du récit de la Genèse. La Genèse qui est un récit fondamental. Et donc pour résumer, pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, vous savez qu'il y a Adam et Ève qui sont dans le jardin d'Éden, et Satan tente, notamment Ève, et ensuite par son intermédiaire Adam, en leur disant « goûtez le fruit de la connaissance ». Et c'est très intéressant, parce que qu'est-ce que dit Satan? Satan dit « goûtez le fruit de la connaissance et vous serez semblables et pareils aux dieux. Vous serez comme Dieu. Vous saurez tout ce que Dieu sait. » Et en fait, c'est ça que disent les mondialistes quand on les lit. Hein. C'est pas moi qui interprète, c'est eux-mêmes qui le disent, et eux-mêmes disent, mais en fait, ils inversent le récit. Ils disent, en fait, c'est Satan qui a raison. Heureusement que Satan était là pour nous libérer, pour nous faire goûter le fruit de la connaissance, et nous rendre comme des dieux. On va devenir comme des dieux. Et c'est pour ça que vous comprenez le lien avec cette vision spirituelle et même théologique inversée par rapport au christianisme, et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc ça, c'est une première clé spirituelle que je voudrais vous donner sur le naturalisme et sur les influences spirituelles, aussi bien de la Silicon Valley, de ce projet technocratique, etc. Parce que c'est aussi ça, l'idée que vous allez tout contrôler. Vous allez tout contrôler. Quand on est un chrétien, ou même d'autres sagesses ou religions, on dit, en fait, c'est Dieu qui contrôle. Le dernier mot, c'est Dieu qui l'a. Même si pour un chrétien, on est libre. Mais quand vous êtes dans cette volonté de puissance de vous prendre comme des dieux, vous voulez être comme Dieu, vous voulez être omniscient, vous voulez tout savoir, vous voulez avoir des données sur tout, jusqu'aux données biologiques des gens. Donc vous êtes dans cette obsession du contrôle absolu. Et ça, c'est une volonté de vous prendre pour un dieu aussi. Il y a une vision aussi qui est théologique derrière. Donc ça, c'est le premier point que je voulais évoquer dans cette partie en ce qui concerne la spiritualité. Et la deuxième chose que je voudrais vous expliquer ce soir, c'est en fait l'arnaque qui est liée à ça, et je l'ai évoqué il y a quelques instants, c'est tout ce qui touche à l'idée de la laïcité. Alors en France, vous savez qu'on met ça en avant, on est dans une république laïque, etc. Moi, j'ai fait un grand essai sur la question de la laïcité qui est dans mon dernier livre, c'est expliquer pourquoi cette vision est une arnaque. Et comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, je vous ai expliqué que le pouvoir était caché, que tout était fait pour qu'il demeure caché, là c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une religion qui est présente, et tout est fait pour que vous n'ayez pas conscience qu'en fait, il y a une religion qui existe déjà. Et donc, qu'est-ce que c'est? On vous parle de neutralité religieuse, mais en fait, il n'y a pas de neutralité religieuse. Quand vous étudiez l'histoire, une neutralité religieuse pour un État, ça n'existe pas. C'est comme quand quelqu'un vous dit « moi, j'ai aucune religion », etc. En fait, on a toujours une religion. Aristote disait « l'homme est un animal politique ». Moi, je dirais que même l'homme est un animal religieux. Religion, ça veut dire religuer. C'est ce qui nous relie les uns aux autres. Donc on a besoin de rituels, on a besoin de croyances qui nous structurent, on a besoin de ce partage de croyances en communauté. En fait, on a tous ça. Et en fait, ce que je veux vous expliquer, c'est que les gens aujourd'hui qui pensent vivre dans des sociétés déchristianisées,
ou sans religion laïque, en fait, ils sont dans des sociétés très religieuses. Je vous ai donné il y a quelques instants l'exemple du marxisme ou du socialisme, avec cette idée qu'on retrouve. On retrouve par exemple l'idée que vous remplacez le jugement dernier, ça sera la dictature du prolétariat ou la société sans classe. Vous remplacez les prophètes, c'est pas Jean-Baptiste, mais c'est Marx. Vous remplacez l'ennemi, c'est pas l'hérétique, c'est le bourgeois, le koulak, etc. Vous retrouvez en fait cette structure religieuse et vous retrouvez cette idée qu'on peut avoir le paradis sur terre, alors pas en respectant les commandements de Dieu, mais en appliquant les lois du matérialisme dialectique. Donc en fait, on est dans quelque chose de religieux. Essayez pour vous amuser de dire à un socialiste ou un communiste convaincu qu'en fait il est très religieux et que c'est un vrai curé. Vous allez voir, c'est rigolo. C'est quelque chose qu'il faut essayer au moins une fois dans sa vie. Et je vais vous donner un autre exemple, alors là on est en plein dedans, pour vous faire le parallèle avec un sujet moins politique, enfin encore que, c'est tout ce qui est autour du climat. Le climat aujourd'hui c'est une religion, il faut en avoir conscience. Et vous avez tout, vous cochez pareil toutes les cases. Vous n'avez pas le jugement dernier c'est l'apocalypse climatique. Alors on va tous mourir, on va être cramé par les changements de température, englouti par les eaux, on va s'étouffer avec l'épée de nos vaches, enfin tout est... Bien, je vous laisse cocher la fin du monde. Alors la fin du monde, qu'est-ce qu'il faut faire? On est averti par des prophètes. On a des grands prophètes, on a Greta Thunberg qui est notre grande prophétesse, et qui fait même des miracles, parce que je vous rappelle qu'elle avait déclaré il y a quelques années qu'elle voyait le CO2 à l'œil nu. Le CO2, c'est un gaz invisible, je précise, donc c'est vraiment miraculeux, elle arrive à le voir à l'œil nu, elle le voit même augmenter à l'œil nu. Donc, ce qui est formidable, c'est vraiment un vrai miracle. Et donc il y a ça. Qu'est-ce qu'elle nous fait aussi? Donc on a les grands prophètes, et les grands prophètes nous disent, comme on a péché, on a été des graves pécheurs, on a pollué, on a des bilans carbone complètement dingues, on est en train de détruire la terre, etc. Il faut expier nos fautes. Il faut faire des rituels expiatoires. Donc pour expier, qu'est-ce qu'on fait? On va se déplacer à vélo, on va arrêter de manger de la viande, on va habiter dans des logements collectifs, on va installer des toilettes sèches, enfin tout ce que vous voulez. Et en fait c'est ça, mais en fait on est dans une logique religieuse. Moi j'en parlais récemment avec quelqu'un qui me disait, des fois c'est rigolo quand les gens vous disent qu'ils sont devenus végétariens. Ils vous disent ça, on a l'impression qu'ils sont rentrés en religion. Ah moi avant je mangeais de la viande, mais non maintenant j'ai compris, maintenant je suis végétarien. On a l'impression qu'ils sont en train de vous avouer qu'ils ont pris une nouvelle religion. Donc après, voilà, moi j'ai pas de problème avec les gens qui sont végétariens, mais juste c'est la façon dont ils le disent, en fait, quand vous réfléchissez. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, ça me fait penser à ça, c'est que, vous voyez, on est toujours dans le registre de la croyance. On vous demande, mais est-ce que tu crois au Covid? Est-ce que tu crois à ça? Mais en fait, est-ce que tu crois au changement climatique? Mais attendez, c'est pas un sujet de croyance. C'est un sujet de, est-ce qu'il y a des faits? Est-ce qu'il y a quelque chose d'avéré? On n'est pas dans du registre de la croyance. Et ça me fait penser à quelqu'un qui s'appelle Chesterton, un grand écrivain catholique anglais, qui disait, si les gens ne croient pas en Dieu, ne croient pas en rien, ils croient en n'importe quoi. Et c'est exactement ce à quoi on est en train d'assister. Moi, ce qui m'a frappé avec quand vous avez cette grille de lecture, c'est qu'en fait, vous vous rendez compte que les nouvelles religions, donc que ce soit le climat, que ce soit le Covid, que ce soit tout ce que vous voulez, en fait, sont plus intolérantes et plus dogmatiques que la plupart des religions traditionnelles. C'est-à-dire que l'Église catholique vous a jamais demandé de vous enfermer chez vous et de sortir avec une attestation et vous a dit vous rentrerez pas à l'hôpital si vous n'êtes pas vacciné 3 fois, quoi. Je veux dire, au pire, elle vous refuse la communion si vous n'êtes pas baptisé, mais je veux dire, personne ne vous force à aller à la messe le dimanche. Je veux dire, c'est des contraintes qui sont quand même assez légères, et ce qui est fou aujourd'hui, c'est que les gens acceptent des contraintes extrêmement fortes, mais qui n'accepteraient jamais quand on leur présente en leur disant mais ça c'est une contrainte d'une religion traditionnelle. Je veux dire, même faire le carême, franchement, vous jeûnez 2 fois dans le carême et vous mangez pas de la viande le vendredi. Je veux dire, c'est quand même léger comme contrainte, mais ça, vous allez dire aux gens de faire ça, ils diront ah mais tu fais le carême, ouais, t'es vraiment un catho bien... oui, d'accord, mais enfin moi je suis pas en train de me déplacer à vélo et de me dire que je dois arrêter de manger de la viande pour sauver la planète. Enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, on est dans quelque chose d'extrêmement, là encore, c'est de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire que les gens ont une pratique extrêmement contraignante qui va toucher même à ce qu'ils ont de plus intime, mais n'ont pas conscience de le faire au nom de quelque chose qui est fondamentalement religieux et qui souvent n'est même pas basé sur de la vraie science, qui est basé sur de la pure croyance et des trucs inventés de A à Z par ces officines mondialistes dont je vous parlais. Et surtout, il y a une dernière clé que je voudrais vous donner, c'est par exemple quelque chose qui touche au wokisme, par exemple, enfin, tout ce qui touche autour de privilèges blancs, etc. Et il y a quelqu'un de très intéressant qui s'appelle Joseph Bottoum,
qui a dit qu'en fait, le wokisme, il faut le comprendre comme un post-protestantisme, donc ça vient des États-Unis, et que c'est quelque chose, en fait, il a une belle formule, il dit c'est une religion sans le Christ, et comme il n'y a pas de Christ, il n'y a pas de pardon possible. Et en fait, ce qu'il dit Joseph Botum, il dit il faut bien comprendre que dans cette religion-là, donc dans cette, on va appeler ça une secte, en fait, le péché originel, c'est d'être blanc. Quand vous êtes blanc, vous êtes responsable de tous les maux de la terre. Vous êtes responsable de la pollution de la planète, de l'esclavage, de l'oppression du monde entier, de tout ce qui va mal dans nos sociétés, de la guerre, de la misère, etc. Et Joseph Botum dit, mais vous vous rendez compte où ça mène, ça, quand vous allez jusqu'au bout, comme ce que je vous ai dit à l'instant avec le communisme, c'est que si vous allez au bout de ça, si les Blancs sont responsables de tout, pour que les choses aillent mieux, il faut juste que les Blancs disparaissent. Et puis c'est pas cher payé de sauver l'humanité s'il faut sacrifier 300 ou 400 millions de personnes. Et ça, il faut comprendre que ce genre de choses qui a l'air d'être des élucubrations de quelques illuminés dans des campus, si on le laisse aller jusqu'à son terme, on aboutit à un génocide. On aboutit à un génocide comme on a eu l'idée quand il y a eu avec les vaccins, l'idée qu'on a commencé à entendre des discours assez dangereux sur les non-vaccinés. On va aller les chercher chez eux, on va aller les vacciner de force, on va aller les mettre dans des camps parce que c'est des mauvais citoyens, ils sont dangereux, ils mettent tout le monde en danger. Et ça fait la transition avec le dernier gros concept que je voulais vous donner, c'est la notion de sacrifice. On est dans un monde du retour de la logique sacrificielle. Alors là, pareil, je ne vais pas vous faire une conférence entière là-dessus, bien que ça serait passionnant. C'est René Girard. Je pense que certains d'entre vous connaissent René Girard. René Girard, c'est un philosophe français. C'est le grand penseur de la logique du sacré et du bouc émissaire. Et ce que je voudrais vous dire pour terminer cette partie, c'est que on ne peut pas comprendre ce qui se joue aujourd'hui si on ne comprend pas René Girard et la logique du bouc émissaire. Donc je vais vous faire un René Girard très 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 condensé pour que vous ayez les bases. Et après, je vous invite à le creuser. J'en parle dans mes livres. Je donne des références pour si vous voulez creuser ce sujet. Que dit René Girard? Alors en gros, René Girard, il dit le problème de tout groupe humain, et peu importe la culture, etc., c'est la gestion de la violence. C'est-à-dire qu'entre humains, il y a des frictions, il y a des tensions, il y a ce qu'il appelle la rivalité mimétique. C'est-à-dire qu'on a une espèce de compétition les uns avec les autres. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, au fur et à mesure des interactions sociales, dans le fonctionnement naturel d'un groupe, en fait, il y a ces tensions, cette rivalité mimétique qui s'exacerbe. Et à la fin, ça crée un conflit. Et la question qui se pose à tout groupe humain, donc ça peut être une commune, ça peut être une tribu, ça peut même être une nation, enfin un peuple moderne, c'est comment on va gérer cette violence accumulée sans détruire le groupe, c'est-à-dire tous s'entretuer les uns les autres. Et René Girard, il dit, et en fait il a découvert ça parce qu'il travaillait au départ sur les grands récits, il faisait de la littérature comparée, il s'est rendu compte que la solution qu'a trouvé l'être humain, c'est de se décharger de toute cette violence sur une victime, donc ce qu'on appelle le bouc émissaire. Et pourquoi ce mot? Parce qu'en fait, c'est les Hébreux qui faisaient ça, ils chargeaient un bouc des péchés de la tribu et ils l'envoyaient dans le désert. Et en fait, ils le faisaient. Et donc, les autres cultures font des sacrifices, donc on va sacrifier un animal ou on va sacrifier un homme. Enfin, on va sacrifier des personnes. Et en fait, ce qu'explique René Girard, c'est la fonction du bouc émissaire. En fait, la fonction du bouc émissaire, c'est de prendre une victime qui doit être innocente, qui doit être la plus pure possible, puisque plus elle est pure, plus le sacrifice est grand. Donc c'est pour ça qu'on sacrifie des enfants ou des jeunes filles, parce qu'ils sont purs, ils sont innocents. Et en fait, on va les charger de toute la rivalité, de la tension, de la crise mimétique de la communauté, et on va le sacrifier pour faire redescendre la pression. Et ce que dit Girard, c'est que ça marche. C'est-à-dire, mais ça marche pendant un temps. C'est-à-dire que la tension retombe, voilà, on a éliminé la victime, et après le cycle se remet, la cocotte minute se remet à monter, et puis régulièrement, en fait, on doit faire des sacrifices. Alors, des sacrifices d'animaux ou des sacrifices de personnes. Et ce qu'a trouvé René Girard, qui est absolument génial, vous allez comprendre pourquoi il n'est pas enseigné dans notre période moderne. René Girard, il dit il y a une religion au monde qui a trouvé un truc absolument génial pour gérer ça, c'est le christianisme, et plus particulièrement le catholicisme. Alors il explique, là encore je vais vous la faire courte, et en fait il dit il y a déjà une première intuition qui est présente avec ça, c'est chez les Hébreux. C'est-à-dire vous connaissez peut-être, ceux qui connaissent un peu la Bible, vous savez qu'il y a le sacrifice d'Isaac par Abraham. C'est-à-dire en gros, Abraham, en fait Dieu dit tu dois sacrifier ton premier fils, Isaac, en plus il a eu beaucoup de mal à l'avoir, il l'emmène sur la montagne. En fait, au moment où il va sacrifier son fils pour obéir à Dieu, en fait, Dieu arrête sa main, il y a un ange qui arrête la main d'Abraham, et en fait, il y a un bouc qui est dans des buissons, et donc Abraham sacrifie le bouc à la place de son fils. Et ce que dit Girard, il dit là, c'est le début. En fait, on ne sacrifie plus une personne, on sacrifie un animal. Donc, il y a on va dire, un progrès. Et après, ce que dit Girard, c'est l'étape supérieure de ça. Donc ça, c'est l'ancienne alliance, c'est l'alliance Moïse-Abraham. Et après, il y a la nouvelle alliance avec la venue du Christ.
Et donc ça, c'est très important parce qu'il y a plein d'éléments. C'est-à-dire il faut que le Christ s'incarne. C'est pour ça que c'est l'importance de l'incarnation. L'incarnation, c'est Dieu se fait homme. Et Dieu se fait homme et se sacrifie pour nous sur la croix. Il faut que tout soit réuni. Et en fait, ce que dit Girard, c'est que le génie du moment de la croix, on était à Pâques il y a quelques temps, il dit, en fait, ce qui est génial dans la mort du Christ, vrai homme et vrai Dieu sur la croix, c'est qu'en fait, il n'y a pas de plus grand sacrifice possible. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui se fait homme et qui se sacrifie pour nous. C'est son sang à lui qui coule. Et en fait, ce que dit Girard, c'est que ça éteint la logique du sacrifice. C'est-à-dire que comme on ne peut pas faire de plus grand sacrifice que sacrifier Dieu lui-même fait homme, et ben en fait, on éteint la logique sacrificielle. Il dit, et c'est ça le génie du christianisme, et il ajoute, c'est ça qui ne le rend pas forcément populaire, notamment auprès des protestants, c'est qu'il dit que, en fait, c'est l'important que le sacrifice de la messe réactive le sacrifice du Christ. C'est parce que la messe, les chrétiens, enfin les catholiques, croient en ce qui s'appelle la présence réelle. C'est-à-dire que c'est vraiment le corps et le sang du Christ. Ce en quoi ne croient pas les protestants qui pensent que c'est juste symbolique. Et donc quand on croit en la présence réelle, c'est vraiment le corps et le sang du Christ. Et donc ce que dit Girard, c'est qu'en fait ça, c'est une réactivation du sacrifice du Christ. Et parce qu'on refait ce sacrifice, on n'a pas besoin d'en faire dans la vraie vie. Donc ça, c'est une clé anthropologique et psychologique qui est extrêmement puissante. Et il y a d'autres qui ont creusé sans le savoir l'intuition de Girard, notamment quelqu'un qui s'appelait Monseigneur Gaume, qui a fait une étude historique qui est absolument passionnante au début du XXe siècle, qui a dit, en fait, toute société qui devient chrétienne arrête les sacrifices humains et échappe à la logique du bouc émissaire. Et il dit ça se vérifie avec tous les païens qui se convertissent en Europe, et puis après, on l'a vu un peu plus tard au Nouveau Monde. Et il faut savoir, par exemple, que les Aztèques sacrifiaient énormément. Il y avait des grands festivals où il y avait jusqu'à 70 000 personnes qui étaient sacrifiées. Et quand on dit pourquoi l'Empire aztèque est tombé aussi vite, c'est que les conquistadors, qui n'étaient pas des tendres, je vous le confirme, mais en fait, les gens étaient libérés de cette logique du sacrifice humain. Ils se sont dit, bon, c'est vrai que être sous la couronne du roi d'Espagne ou avec des catholiques, bon, c'est vrai que c'est pas rigolo tous les jours, mais au moins, il n'y a plus les sacrifices humains. Donc il y a vraiment cette logique-là qui s'est mis en œuvre. Et aujourd'hui, à l'inverse, ce que dit Girard, ça c'est ce que dit un de mes amis, Sylvain Durin, peut-être que certains connaissent, qui est la seule personne à ma connaissance qui continue le travail de René Girard, qui est à Nancy, qui habite à Nancy. Il dit qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut pas comprendre si on n'est pas dans ce retour de la logique sacrificielle et cette logique du bouc émissaire. Et ce que dit Sylvain, c'est que en fait, il faut comprendre tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, que ce soit les attentats terroristes, que ce soit l'avortement, que ce soit même ce qui se passe avec la crise sanitaire, avec les non-vaccinés bouc émissaires. En fait, c'est le retour de la logique sacrificielle. On est dans le temps du retour au sacrifice, et si on ne comprend pas ça, en fait, on ne peut pas s'attaquer au bon niveau. Et je précise aussi que ce que dit Girard par rapport au christianisme, c'est que le génie du christianisme, c'est que c'est la seule religion où, pour la première fois, en fait, on sait que la victime est innocente. Parce que nous, ça nous semble évident. Ça nous semble évident qu'en fait, le bouc émissaire qui est sacrifié est innocent. Mais ce que dit Girard, c'est que c'est évident parce qu'on est dans 2000 ans de civilisation chrétienne. Pour les païens de l'Empire romain, c'était pas évident. Pour des sociétés, vous avez expliqué ça à un Chinois de base de sa campagne qui a jamais été exposé de sa vie à la pensée chrétienne, c'est pas du tout évident. Et ce que dit Girard, c'est que ça marche justement la logique du sacrifice et du bouc émissaire parce que les gens le sacrifient de bonne foi, pensent vraiment que la victime est coupable et qu'en la tuant, ça va aller mieux. Et ce que dit Girard, c'est pour ça qu'avec ce qu'on a vécu, je fais le parallèle avec la crise sanitaire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont été pris dans cette espèce de psychose collective et qui croyaient vraiment que les non-vaccinés étaient un danger, qui croyaient vraiment que si on vaccinait de force toute la population, ça s'arrêterait et ça irait mieux. Et donc là, c'est pour ça que je vous parle de ça ce soir, parce que c'est une clé, René Girard, c'est une clé absolument fondamentale pour comprendre vraiment cette logique du sacrifice qui est présente aujourd'hui dans nos sociétés, et que parce que les gens n'ont plus cette culture chrétienne, ou n'ont plus cette compréhension de ce qui se joue au niveau spirituel et même anthropologique, en fait ne comprennent pas ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Et donc ce qui m'amène à la dernière partie de cet aspect spirituel, c'est bien comprendre qui est derrière ça, qui est dans cette logique du sacrifice. Je vais vous le dire, la logique du sacrifice, c'est Satan. C'est Satan qui veut que le sang coule. Et pourquoi Satan veut que le sang coule et pourquoi Satan veut des sacrifices, et notamment des sacrifices humains? Parce que la Bible nous dit Dieu a créé l'homme à son image. Et alors Satan est jaloux. Satan, il est en révolte contre Dieu et il est jaloux de l'homme. Il est jaloux de l'homme. Et en fait,
Satan, à chaque fois qu'il essaye soit de damner un homme, c'est-à-dire de lui faire perdre son âme, ou qu'il arrive à le tuer, et surtout s'il arrive à tuer un innocent, eh ben, il pense qu'il arrive à blesser Dieu. Il arrive à blesser Dieu à travers cet homme que Dieu a créé à son image. Et Satan exige vraiment toujours des sacrifices, et c'est vraiment ça le plus important. Et quand vous avez cette clé, vous comprenez énormément de choses, parce que Satan, qu'est-ce que c'est? Satan, c'est le séducteur. Donc Satan vous perd, vous damne, mais c'est toujours pour votre bien. Il vous fait toujours miroiter quelque chose. Alors ça va être le succès, ça va être la fortune, ça va être le gain immédiat. Puis des fois même il vous dit, oui c'est sûr, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va sacrifier 20 millions de personnes. Mais c'est pour une bonne cause. C'est pour le bien, c'est pour le greater good, comme disent les anglo-saxons. Donc oui, il arrive toujours à vous avoir comme ça, à vous avoir par vous-même. Et il vous dit toujours que, en fait, on peut se révolter contre Dieu, il n'y a pas de limite. Satan, il veut pas la limite. Il refuse justement qu'il y ait un ordre naturel, et un ordre naturel qui est indépassable. Et ça c'est ça qui le révolte. C'est qu'il ne pourra jamais être plus puissant que Dieu, et ça, il déteste. Il déteste, et il essaye toujours, donc, de faire ça, de corrompre, et surtout d'inverser. Vous comprenez, si vous avez cette clé, vous comprenez que c'est l'inversion permanente, c'est-à-dire qu'en fait, tout est, on vous présente, par exemple, on présente, c'est ce que je vous disais à l'instant, on présente les vaccinés comme en fait les coupables, alors que ce sont eux qui sont les victimes. On vous présente tout ce qui se passe aujourd'hui comme un progrès, en fait c'est le retour à la barbarie. Vous voyez, tout est inversé en fait. Satan vraiment, on dit que c'est celui qui invertit tout, et c'est ce qu'il essaye de faire. Et je vais vous donner une clé qui est développé dans mon dernier livre. C'est un texte absolument incroyable. Je pense que c'est vraiment la Providence qui a voulu que je trouve ce texte. C'est même la question du transgenre. Moi, j'ai trouvé un texte d'un pasteur américain qui a trouvé un texte absolument incroyable sur les origines du satanisme. Et en fait, ce que vous découvrez en lisant ce texte, c'est que en fait, la représentation de Satan, c'est le transgenre. Satan est transgenre, en fait. Dans toutes les représentations de Satan est présenté comme un être double, c'est-à-dire pas de sexe déterminé. Et quand vous avez cette clé, et en fait, en travaillant sur ce sujet, c'est assez vertigineux, parce que vous vous rendez compte que dans cette élite mondialiste, en fait, devenir transgenre, c'est une sorte de baptême. Et je peux vous dire qu'il y a énormément de gens parmi nos décideurs qui, en fait, cachent une identité transgenre. Et non, j'entends certains qui rigolent, je pense que vous savez à qui je fais référence, mais il n'y a pas que elle, lui. Il n'y a pas que, voilà. Donc, mais il y a énormément. Donc ça, c'est un élément qu'il faut comprendre. Et ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que tout cet aspect de guerre spirituelle que je viens d'évoquer, en fait, il est assez bien compris dans le reste du monde, mais malheureusement pas en Occident. Pas en Occident. Et là, dans ce qui se passe aujourd'hui, notamment avec l'Ukraine, et notamment toutes les tensions autour de ce que les Russes appellent l'Occident collectif, il y a vraiment une compréhension du combat eschatologique qui est en train de se jouer. Je vais vous citer une citation extraordinaire de Vladimir Poutine d'un discours qu'il a donné en septembre 2022. Pour moi, c'est un moment historique, ce discours. Il disait « Un tel déni complet de l'homme, le renversement de la foi et des valeurs traditionnelles, la suppression de la liberté acquiert en Occident les traits d'une religion inversée, un satanisme pur et simple. » Vous vous rendez compte la force de ces mots, un chef d'État et d'une grande puissance avec au Conseil de sécurité de l'ONU qui dit ça. Un satanisme pur et simple. Il est en train de désigner, en gros ce qu'il dit c'est l'Occident aujourd'hui, c'est le royaume de Satan. Et c'est pour ça que moi j'ai utilisé pour une partie de mon livre une phrase de Vladimir Poutine qui disait l'Occident est l'empire du mensonge. Et justement la phrase là prend tout son sens quand on sait qu'un des titres de Satan c'est ça, c'est le prince du mensonge. Satan est dans le mensonge permanent. Il détruit la vérité, il déteste la vérité, c'est ce que dit Saint Jean d'ailleurs, qui dit « car votre père est le diable et il n'a pas de vérité en lui ». Donc c'est pour ça aussi que quand on touche au cœur du thème de cette conférence qui est combattre le mensonge, parce que quand on est dans une démarche de vérité, on est dans ce combat contre cette force véritablement diabolique, et on est dans un combat justement qui nous amène vers le divin, vers la transcendance. Et ça c'est important de le comprendre, parce que c'est cette clé fondamentale et il ne faut pas la négliger à tous les niveaux, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, que nos dirigeants, en fait, les médias notamment, vous mettez le projecteur sur nos dirigeants, sur le politique, ben là c'est la même chose, c'est-à-dire il ne faut pas croire que le combat il est uniquement politique ou même métapolitique. Il faut comprendre la dimension spirituelle du combat,
Et je vais vous citer pour conclure cette partie, cette phrase de saint Paul qui résume tout dans son épître aux Éphésiens, qui dit « Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les princes de ce monde, contre les esprits mauvais qui résident dans les lieux célestes. » Donc il ne faut pas se tromper d'ennemis, il ne faut pas aller cibler la chair et le sang, c'est-à-dire les Macron, les Trudeau, même les Klaus Schwab, les Soros. Notre ennemi, véritable ennemi de vous tous ici, il est au-dessus, et vous pourrez l'attaquer réellement que par le combat spirituel. Donc ce qui m'amène à cette, maintenant qu'on a dressé ce tableau d'ensemble, à la dernière partie, où je vais justement vous expliquer déjà des motifs d'espérance, parce que j'ai conscience que quand on a dressé ce tableau, c'est assez lourd. Hein. On a décrit un système tentaculaire qui a mis des moyens colossaux pour oppresser. Je vous ai même dit que voilà, il y avait même Satan qui était derrière tout ça. Donc là, on a du lourd en face. Hein. Mais vous allez voir que en fait, j'ai plein de bonnes nouvelles à vous donner, et il y a plein de choses très concrètes que vous pouvez faire justement pour vous battre et pour agir de façon efficace. Alors, pourquoi je vous dis qu'il y a des raisons d'espérer ? Il y a des raisons d'espérer parce que aujourd'hui on est dans un moment absolument charnière et je pense que beaucoup de vous en ont conscience, il y a une véritable coalition qui s'est mise en place pour faire échec à ce projet de nouvel ordre mondial. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait le projet de nouvel ordre mondial, de fait, il a échoué. C'est-à-dire qu'avec l'avènement de la multipolarité, ce monde multipolaire avec la Russie, la Chine, les BRICS qui font appel à il y a de plus en plus de candidats qui veulent les rejoindre. En fait, le projet de gouvernance mondiale, il a été mis en échec. Là, il y a un monde multipolaire qui est en train d'émerger. Donc ça, c'est un élément. Et l'élément qui peut nous donner espoir, c'est notamment la dédollarisation. Je pense que vous avez conscience que c'est en train de se passer. Moi, j'ai fait une émission il y a 1 an sur TV Liberté où j'expliquais déjà ça. Pour expliquer que, en fait, la dédollarisation, pour moi, c'est le signe indubitable de la fin, en tout cas, du système mondialiste tel qu'il a existé, parce que le dollar, c'était vraiment la clé de voûte. Et c'est la clé de voûte de beaucoup de choses. Hein. C'était la clé de voûte des échanges, c'était ça qui finançait le déficit américain, c'était la raison d'être de l'armée américaine qui était le gendarme du monde, parce qu'en fait, l'armée américaine, elle était là avec ses bases partout dans le monde, en fait, pour aller avoir les moyens d'aller remettre dans le droit chemin ceux qui voulaient s'écarter de la domination du dollar. Moi qui suis français, à ma grande honte, on a attaqué Kadhafi en 2011. Kadhafi, on l'a détruit, il a été détruit notamment avec le soutien de Sarkozy. C'est parce qu'il voulait s'affranchir justement du dollar et qu'il voulait créer une monnaie africaine basée sur l'or. Donc c'est une des raisons de sa destruction. C'est toute personne qui remet en cause le monopole du dollar. Même avant, je fais un petit saut en arrière, De Gaulle, il y a en grande partie mai 68, c'est pas la seule raison, mais De Gaulle fait une conférence de presse où il dénonce, en termes exacts, le privilège exorbitant du dollar. Et quelques temps auparavant, il a envoyé un croiseur armé jusqu'aux dents en rade de Manhattan pour récupérer l'or de la Banque de France qui était mis en sécurité à la Réserve fédérale de New York. Donc il a dit non, nous, notre or, on peut le garder nous-mêmes, donc vous allez nous le redonner. Et voilà, et quelques temps plus tard, on lui fait mai 68. Donc une révolution de couleur pour faire tomber De Gaulle. C'est pas la seule raison, mais voilà, dans le cadre de mon exposé, c'est important. Donc il y a ça, il y a la dédollarisation, il y a l'échec de l'OTAN qui est en train de se prendre une tannée absolument monumentale en Ukraine, en dépit de ce que racontent les médias de masse. Hein. Vous avez tous les stocks d'armement, en hommes, etc., en ressources, qui sont en train d'être aspirés par le conflit ukrainien. C'est une espèce de gros trou noir. En fait, c'est une espèce de hachoir à viande qui est en train de dégommer toutes les ressources militaires de l'OTAN. Et au passage, les Russes font ça quand même avec une main dans le dos parce qu'ils sont en train de le faire avec même pas 10% de leur effectif total qui est déployé. Donc ça, c'est un élément. Et puis il y a tout ce qui touche après. Vous avez vu dans l'actualité, il y a de plus en plus de choses sur le plan des mœurs qui sont en train d'arriver. Alors tous les démantèlements des réseaux pédophiles, toutes les affaires de scandales, de corruption, etc., qui sont en train d'être mis à jour. Et il y a notamment eu, il y a quelques années, l'affaire Epstein. Alors l'affaire Epstein, on en a parlé sous l'angle, oui, c'est une histoire de mœurs, c'était un pervers, etc. Mais en fait, Epstein, c'est la partie vraiment émergée de l'iceberg. Vous savez très bien que, je pense que la plupart d'entre vous savent que déjà Epstein, c'était pas juste parce qu'il aimait les jeunes filles, soumises, qui satisfaisaient ses pulsions sexuelles. C'était déjà un moyen de faire chanter les puissants de ce monde. C'est-à-dire, c'était un réseau de chantage. On vous amenait dans son avion ou sur son île, on vous filmait avec des gamines, etc. Et le vrai cerveau de l'affaire, c'était Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell, en fait, qui est la fille de Robert Maxwell. Robert Maxwell, qui est un agent des services israéliens,
qui a été envoyé, alors qui a déjà été un magnat de la presse, qui a pris le contrôle des grands médias en Angleterre, et en fait qui faisait partie de ce gratin. Il y a quelque chose qui s'appelle le méga groupe, si ça vous intéresse de creuser, et qui en fait était un réseau de pouvoir et d'influence occulte extrêmement puissant. Et d'ailleurs, en tant que Français, je dois dire que le bras droit de Epstein, c'était Jean-Luc Brunel, qui est moins connu, mais qui était en fait l'homme de main de Epstein, qui avait son appartement avenue Foch, et qui recrutait pour toute l'Europe. Il y avait énormément de choses qui transitaient par l'appartement de l'avenue Foch de Brunel, et que Brunel s'est été retrouvé lui-même mort dans sa cellule de la prison de la Santé. Même chez Mackenstein, voilà, les caméras de surveillance étaient éteintes, les gardiens étaient tous les deux faire partie de leur pause pipi au même moment. Donc voilà, décidément, les prisons de nos jours sont vraiment pas très sûres. Donc voilà, il y a tout ça qui se passe aujourd'hui. Et en fait, la question qui se pose, c'est que vous voyez bien qu'entre la Russie, la Chine, les BRICS, avec l'Arabie Saoudite, etc., il y a plein de choses qui se passent. La question qui se pose, c'est l'avenir de l'Europe. Parce qu'en fait, nous, on est un des bastions du mondialisme. On a un monde où les gens ont compris que le salut passait par ce combat spirituel. Vous avez vraiment un retour, alors que ce soit dans le monde arabe, que ce soit en Russie avec l'orthodoxie, que ce soit avec le retour au confucianisme en Chine. Vous avez des grandes puissances, en tout cas des puissances régionales, ou l'Iran avec l'islam chiite, qui ont compris qu'il y avait cette dimension spirituelle du combat. Et moi, la grille de lecture que je vous donne, c'est qu'on a énormément de mal en Occident, parce qu'en fait, on est dans ce matérialisme, dans ce naturalisme que je vous ai expliqué tout à l'heure. On est dans une société où on a vraiment déchristianisé la société, on a privé les gens des outils qui leur permettraient de se reconnecter avec leur propre tradition, qui est en l'occurrence le christianisme. Donc on est dans une situation qui est un peu délicate, mais en même temps j'ai beaucoup d'espérance, parce que déjà d'une part je suis chrétien, et puis ensuite je vois un public comme le vôtre ce soir, et surtout je vois qu'il y a des choses très 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 concrètes qu'on peut faire, et ça sera la dernière partie de mon propos. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire ? Déjà, ce que vous pouvez faire, c'est déjà formidable, c'est ce que vous êtes venu faire ce soir. Vous êtes venu faire ce soir, vous êtes déjà, donc si vous êtes là, c'est déjà que vous avez compris ce qui est en train de se jouer, vous avez compris la nécessité de vous informer et de vous réinformer, et mine de rien, c'est déjà essentiel, parce que ce que je vous ai expliqué dans la première partie, c'est qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont sourds à tout ce qu'on peut leur dire, et notamment ce que des gens comme moi peuvent dire, parce qu'ils pensent qu'ils savent déjà tout, qu'ils ont compris comment tout marche, et qu'il ne faut surtout pas leur parler de complotisme, etc. Non, ça c'est du délire, et je ne vais pas aller voir ça. Donc il y a déjà des gens qui sont sourds à ces éléments-là. Et vous savez, je vous parlais au début de l'esprit du débutant. Et il y a une belle anecdote par rapport à ça. Vous pouvez la réutiliser en soirée ou au travail, c'est assez visuel. Vous faites ça avec un verre d'eau. C'est un jeune moine qui va voir un maître, et en fait, il lui explique pourquoi il veut être formé par ce grand maître d'arts martiaux, et il lui explique pourquoi il est tellement fort, il a fait tel truc, il a remporté tel championnat, etc. Et pendant qu'il lui explique ça, le maître, en fait, il lui sert du thé, et arrivé au bord, en fait, il continue à verser, et la coupe déborde. Et là, donc, le jeune disciple fait « Mais arrêtez, maître, qu'est-ce que vous faites, etc. » Et là, le maître le regarde et lui dit « Mais comment tu veux que je t'apprenne quelque chose, ta tasse est déjà pleine ?» Et oui, et ça c'est la même chose, c'est que donc vous, si vous êtes déjà là ce soir, c'est parce que vous savez justement que vous avez peut-être déjà des choses à apprendre. On a tous des choses à apprendre. Moi-même, aujourd'hui je suis là pour vous expliquer ces choses ce soir, mais moi-même j'ai fait ce long chemin, et je le relate d'ailleurs dans ma série de livres L'homme et la cité. C'était tout un chemin intellectuel pour remettre en cause ce que j'avais appris. Moi j'ai fait, ça a été rappelé par Madame Caillé, des bonnes études, classe prépa, grande école, j'ai été vraiment dans le système. Et en fait, je me suis rendu compte à 30 ans passés qu'en fait, tout ce que j'avais appris était justement des mensonges, était fondé sur des mensonges, et que j'avais pas du tout les bons outils pour comprendre le monde dans lequel je vivais. Donc déjà, avoir cette humilité de dire, bah oui, il y a des choses que je ne sais pas, ça a l'air de rien, mais déjà, c'est le premier pas, et c'est déjà énorme dans le monde d'aujourd'hui. Et si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez déjà vous-même cette humilité, cette soif de connaître. Donc ça, c'est déjà énorme. Et ensuite, la deuxième chose, c'est ce qu'on est en train de faire, et ce que vous pouvez faire à travers mes livres ou ceux d'autres, c'est se former. Parce que là, je vous ai dressé un portrait synthétique à grandes lignes, mais là, il faut savoir qu'on est sur vraiment 5% de ce qu'il y a à savoir. Donc,
on ne peut pas tout savoir. Moi, je suis dans une logique de synthèse, mais ce que j'espère, c'est qu'à la suite de cette conférence, vous aurez envie par vous-même d'aller creuser certains sujets. Alors, il y en a, ça va être sur les vaccins, il y en a d'autres, ça va être sur les réseaux politiques, d'autres, ça va être sur l'économie, le rôle des banques centrales, etc. D'autres, ça va être sur les réseaux pédophiles ou pédocriminels. Il y a plein de choses comme ça qui vont... il faut que vous trouviez là où vous allez être le plus utile, et il faut essayer d'expliquer aux gens, à votre entourage, à vos proches. Alors ça peut passer par des livres, ça peut passer par des vidéos, ça peut passer par plein de choses, mais il faut être, je renvoie à la notion spirituelle, il faut que vous soyez vraiment des apôtres et des évangélisateurs. C'est-à-dire que, et surtout, ce qu'il faut essayer, c'est il faut amener les gens à prendre conscience de ces choses par eux-mêmes. Il y a une erreur à ne pas faire, c'est d'essayer de brusquer les gens, de dire « mais si, regarde, j'ai compris tous ces trucs, bam, 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 écoute ça », et ça, c'est contre-productif. Moi, je me suis rendu compte que le plus important, c'est d'essayer d'amener progressivement les gens à prendre conscience de certaines choses, et tout le monde n'a pas le même rythme. Il y a des gens qui pigent tout de suite, vous leur faites 2 connexions, et bam, 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 ils ont compris, et il y en a d'autres, voilà, le processus est plus lent, donc il faut vraiment essayer... J'ai envie de dire, il ne faut pas avoir envie de se faire plaisir. C'est-à-dire, des fois, l'erreur dans laquelle on peut tomber, c'est d'avoir envie de montrer qu'on a compris des trucs. Et en fait, il faut faire preuve d'empathie, il faut se mettre à la place de l'autre. Et il faut essayer... Le but, en fait, c'est pas de montrer qu'on est trop fort, on est des super résistants. C'est d'amener le plus de gens possible à comprendre la réalité de ce qui se passe. Donc, pour ça, il faut vraiment se mettre à la place de la personne qu'on a en face de soi. Et il faut vraiment... essayer de l'amener petit à petit à comprendre par ce qui lui est accessible. Donc, et des fois, il y a des gens, ils vont comprendre le vaccin, mais ils vont refuser l'Ukraine. Ils vont peut-être comprendre vaccin Ukraine, mais par contre, la corruption politique, ils veulent pas en entendre parler, etc. Donc, il faut vraiment réfléchir comme ça. Il faut aussi sortir de la logique de la division. Parce que ça, c'est vraiment le gros problème, c'est que notre système fait tout pour diviser les gens. Alors vous voyez, c'est vax, anti-vax, pro-Poutine, anti-Poutine, voilà. Ça, c'est en fait ce qu'ils essayent de faire, c'est toujours déjà de diviser. Hein, c'est toujours ce que fait le diable. D'ailleurs, il divise. Et ensuite, ce qu'ils essayent de faire, c'est qu'ils essayent de politiser les faits. C'est-à-dire qu'il faut être dans une logique. La bonne démarche, c'est d'aller regarder les faits, de chercher les faits, et de montrer les faits de manière la plus neutre possible. Moi, vous voyez, je vous ai mis carte sur table ce soir, je vous dis, ma grille de lecture, c'est une grille catholique. Je n'essaie pas de vous vendre ça comme quelque chose de neutre, je vous ai parlé de la théologie chrétienne, etc. Et quand je présente dans mon travail, dans mes livres, je mets mes sources, je mets les éléments de référence pour que les gens aillent chercher par eux-mêmes, et surtout que les gens fassent cette démarche, parce qu'il faut comprendre que ça ne tombera pas tout cuit. Ça aussi, c'est quelque chose de très important, c'est que tout ce qui vous tombe tout cuit dans le bec, il faut se méfier, quoi. Vous savez, on dit en marketing, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc, c'est toujours la même chose, c'est que les médias de masse, c'est facile, vous ouvrez votre transistor, vous avez la propagande, vous ouvrez, alors en France, c'est BFM ou LCI, vous avez la propagande, allez chercher la connaissance, c'est compliqué. Ça demande, c'est déstabilisant, c'est dérangeant. Parfois, on fait des erreurs. Moi, j'ai commis même des erreurs. Je les explique dans mon livre. Il y a des fois, on se fait avoir, on est dans une fausse piste. Voilà. Mais il faut faire ce processus. Donc, il faut, en tout cas, essayer de ne pas être dans cette logique nous contre les autres, parce qu'en fait, la réalité, c'est nous, le peuple au sens large, contre une minorité de pervers, déviants, avides de pouvoir, de puissance. Et en fait, ces gens-là, ils sont très, très peu nombreux. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a énormément de gens bien, en réalité, dans la société. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont timides, qui sont isolés. Et il y a beaucoup de gens qui ont, pour des motifs tout à fait légitimes, des carrières, des familles à nourrir, etc. Donc, ils ne peuvent pas foncièrement monter au créneau. Mais on a beaucoup plus, en fait, de gens qui se posent des questions et qui réfléchissent qu'on peut l'imaginer. Moi qui fais beaucoup de conférences, des dédicaces, etc., je rencontre des gens de tout milieu, même des fois haut placés, etc., mais qui peuvent pas s'afficher, mais qui n'en pensent pas moins. Donc en fait, ce qu'il faut réussir à faire, c'est justement créer en fait cette masse critique où en fait il y a beaucoup de gens qui en fait partagent beaucoup de nos constats, ou en tout cas qui ont compris qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, et en fait ils se sentiront assez en confiance pour en fait afficher leur vrai pavillon et dire maintenant on y va et on n'essaye plus de jouer le jeu de ceux qui nous dirigent. En fait on est assez en confiance pour jouer carte sur table. Donc ça, c'est ce que je peux vous dire. De façon plus politique, il y a un sujet que je voudrais évoquer très récemment, c'est, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais c'est très important, il y a quand même tout ce qui touche à l'intégrité des scrutins.
Ça, c'est très important. J'ai fait tout un essai là-dessus dans le deuxième volet de mes essais. Moi, je vous dirais, votez, c'est très bien, mais assurez-vous que les scrutins soient intègres, sincères, qu'il n'y ait pas de manipulation du vote. Mettez en place des moyens de vérifier si votre parole de citoyen est prise en compte. Alors, en France, je sais que vous avez un système très particulier. En France, on est dans le délire complet, puisqu'en France, c'est le ministère de l'Intérieur qui compte les votes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a quoi que ce soit, enfin là, aux dernières élections, c'était Emmanuel Macron, c'était le propre ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron qui valide les résultats du scrutin. Donc ça, c'est complètement délirant. Moi, et quand je dis ça, il y a plein de Français qui me disent « Ah bah oui, c'est vrai, on n'y avait jamais pensé. Bah oui, il serait peut-être temps. » Je veux dire, ça c'est quelque chose. Donc j'ai travaillé, et là je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai beaucoup travaillé sur les systèmes de fraude électorale et comment c'est une véritable pieuvre qui se superpose à la pieuvre mondialiste. C'est toujours ceinture, enfin chez eux c'est ceinture, bretelle et triple ponton de sécurité. Hein. C'est-à-dire qu'il y a la presse. Si ça marche pas, ils trichent sur les bulletins, sur le décompte des bulletins physiques. Et si ça va toujours pas, ils ont les systèmes de logiciels, etc. C'est vraiment une industrie énorme. Et je pense que vous, en tant que citoyen, vous pouvez vraiment aller voir vos élus, aller voir les instances et leur dire, attendez, là, je voudrais juste qu'on ait une visibilité extrêmement claire sur ce qui se passe sur l'ensemble de la chaîne, du moment où on met notre bulletin de vote jusqu'au moment où le résultat final apparaît. Ça, c'est extrêmement important, et ça, en tant que citoyen, vous pouvez le faire, et vous allez voir tout de suite comment les gens réagissent par rapport à ça. S'ils ont quelque chose à te cacher, vous allez tout de suite avoir les barrières qui vont se dresser immédiatement. Donc il y a ça. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? C'est bien sûr tout ce qui touche à l'éducation, parce que vous savez qu'il y a un adage qui dit « Celui qui contrôle le cerveau des enfants contrôle l'avenir ». Donc je ne sais pas comment c'est en Suisse. En France, c'est de plus en plus compliqué de sauver les enfants de la propagande, notamment de l'école dite républicaine. Alors là, j'ai pas le temps de vous le citer, mais il y a une citation de Vincent Payon, qui était un ancien ministre de l'Éducation nationale français, qui dit en gros, je cite de tête, mais il dit en gros, l'école, cette nouvelle église avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie et ses nouvelles tables de la loi. C'est lui qui le dit dans un livre qui s'appelle « La Révolution française n'est pas terminée ». Donc il y a vraiment ce projet, là encore, religieux, c'est vraiment un projet religieux qui est assumé comme tel, hein, c'est écrit noir sur blanc par des gens comme Vincent Payon, ministre de l'Éducation nationale, qui ont vraiment pour volonté de pas du tout instruire ou d'éduquer vos enfants, c'est vraiment de la propagande. Donc je ne peux pas vous dire concrètement comment vous pouvez le faire, surtout dans un pays comme la Suisse, dont je ne connais pas les tenants et les aboutissants, mais essayez de sauver vos enfants le plus possible de cette propagande qui se déploie. Là, vous avez vu que, en France, il y a quelques semaines, il y a eu un scandale parce que maintenant, dès le CM2, on dit aux enfants que voilà, des pratiques sexuelles, on peut changer de sexe, etc. À partir du CM2. Hein. J'ai publié sur les réseaux sociaux un manuel d'une association qui s'appelle le Planning Familial, Planned Parenthood, qui disent que même en dessous de 10 ans, on peut expliquer aux enfants que finalement la prostitution, c'est un choix de carrière comme un autre. À moins de 10 ans, hein, c'est dans la rubrique « Qu'est-ce qu'on peut dire aux enfants de moins de 10 ans ?» Donc vous voyez, c'est même pas là une question d'idéologie, est-ce qu'on est républicain, est-ce qu'on est catholique, etc. C'est juste qu'il y a des gens qui sont en train d'attaquer vos enfants, et il faut juste sauver vos enfants, protéger vos enfants. Donc en France, on a des écoles hors contrat qui sont souvent liées à des paroisses, notamment des paroisses traditionnelles, donc messe en latin, messe catholique en latin. Vous avez aussi l'école à la maison, alors ça c'était possible, ça va l'être de moins en moins. Donc dans tous les cas, mais je pense que vraiment si vous avez des enfants, des petits-enfants, il faut vraiment se battre, et ça c'est quelque chose qu'il faut jamais leur laisser faire. C'est vraiment qu'il n'y ait plus du tout de possibilité pour des parents en fait d'éduquer leurs enfants comme bon le semble et d'être protégés de cette propagande. Et incidemment, je fais une petite parenthèse là-dessus parce que c'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai travaillé, comme ça a été dit, dans le jeu vidéo et dans le numérique. C'est protéger vos enfants de tout ce qui est numérique. Les outils numériques, que ce soit iPad, iPhone, etc., ce sont des vraies saloperies qui détruisent les capacités cognitives de vos enfants. Et d'ailleurs, les mondialistes le savent bien, parce que eux, dans leurs écoles, c'est que crayon et papier. Steve Jobs, chez lui, il n'y avait pas d'iPad, il n'y avait pas d'iPhone, etc. Donc c'est toujours pareil, c'est bien pour vous abrutir, pour vous empoisonner, mais eux, par contre, ils protègent leurs enfants de ça. Donc il faut le savoir. Si le sujet vous intéresse, j'en parle un peu dans un de mes livres. Et il y a un bouquin formidable qui est écrit par un Français qui s'appelle « La fabrique du crétin digital ». Vous avez toutes les données scientifiques, techniques qui viennent étayer ce que je suis en train de vous dire. Voilà, donc après, ce que je peux vous dire aussi, c'est bien sûr de développer, mais ça je pense que vous le savez, tout ce qui est direct, c'est-à-dire tout ce qui est circuit court, tout ce qui est solidarité organique,
de passer le moins possible par des intermédiaires. Moi, c'est pour ça que je suis très content de faire ce que je fais. Vous voyez, je suis moi-même mon éditeur, je fais mes livres, j'ai jamais eu quelqu'un qui a eu un droit de regard, un éditeur ou quelconque qui censurait ce que je disais. Je passe que dans des médias où je peux dire exactement ce que je veux. Et là, ce soir, vous êtes venu me voir, vous êtes venu me voir en direct. Vous pourrez me poser toutes les questions que vous voudrez. Et après, on pourra échanger quand je serai en dédicace, etc. On est en direct, donc vous n'avez pas quelqu'un qui vous fait un filtre, qui vous dit qui est Stanislas Berton. Vous pouvez lui poser directement la question. Et surtout, je vous dirais aussi, essayez de développer ça aussi dans votre vie, donc des rapports humains directs sur des circuits les plus courts possibles. Et surtout, essayez de redevenir souverain. Parce qu'en fait, votre souveraineté, elle vous est prise de plus en plus. Alors, elle vous est prise, bien sûr, via les politiques sanitaires, les politiques économiques, les politiques tout ce qui est politique, mais elle est prise à un niveau fondamental et à commencer sur la famille. La famille, c'est quelque chose de souverain. C'est pas l'État qui doit éduquer vos enfants, c'est vous. C'est pas l'État qui doit décider comment vous allez vous soigner, c'est vous. C'est à vous de reprendre la main sur les choses et de vous, je dirais, désintoxiquer de cet état nounou qui s'est substitué de plus en plus aux fonctions qui étaient traditionnellement remplies par la famille, par le cercle proche, par les solidarités organiques. Et ça, c'est très important et c'est très insidieux parce qu'en fait, c'est devenu des choses, on n'imagine pas que ça puisse être autrement. Et ça, c'est volontaire. Là encore, c'est de l'ingénierie sociale. Donc après, c'est à adapter selon la situation de chacun, selon les cadres institutionnels qui existent. Mais en tout cas, essayez le plus possible de reprendre le contrôle sur les choses importantes qui vous concernent, notamment votre famille, vos enfants, votre santé, votre information. Ça, c'est très très important. Et donc pour terminer cette dernière partie avant ma conclusion, je voudrais vous dire surtout de bien comprendre vraiment les trois hiérarchies, parce que ça c'est fondamental. Il y a vraiment une hiérarchie de trois critères. Il y a le spirituel, le philosophique, culturel et le politique. Et il faut comprendre que les hiérarchies, c'est-à-dire il y a le spirituel, et qu'ensuite le spirituel coule jusqu'en bas. Et ensuite, il y a le fait qu'il faut les mettre les trois en cohérence. Donc moi, je ne vais pas rentrer sur l'aspect spirituel parce que j'en ai longuement parlé, mais ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que il faut bien réfléchir aux conséquences des croyances en général. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a tendance à dire « Ah oui, mais toi, tu es catholique, donc tu rejettes l'islam, le protestantisme, etc. Ou les sagesses orientales. » Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une raison à l'origine de chaque croyance religieuse. Et notamment, ce que je vous ai expliqué, ce qui est unique à la civilisation chrétienne, c'est l'incarnation. Le Christ, c'est un vrai homme, vrai Dieu, incarné. Ça, les Juifs n'y croient pas puisqu'ils ne reconnaissent pas le Christ comme Messie, et les musulmans ne le reconnaissent pas puisqu'ils pensent que Jésus est un prophète et qu'au dernier moment, il a été escamoté sur la croix. Donc il n'y a pas eu ce sacrifice dont parle Girard. Donc vous voyez, ça c'est un exemple, et quand on dit par exemple, ça c'est la tarte à la crème, de dire « Ah oui, mais finalement les trois grands monothéismes c'est la même chose », non, c'est pas du tout la même chose. Il y a le christianisme qui est très 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 différent et qui est différent de l'islam et du judaïsme. Donc il faut bien comprendre ça, et le problème c'est que plus personne n'étudie ça. Moi qui me suis remis à faire mon catéchisme, etc., j'entends du soir au matin des gens qui parlent notamment de la religion catholique qui est celle que je connais, mais j'ai aussi étudié un peu les autres pour justement savoir à quoi m'en tenir, qui racontent n'importe quoi sur le sujet. Donc ça c'est quand même très important de le dire et de bien comprendre ce qui se joue, et notamment de comprendre quelles sont les croyances réelles de vos dirigeants ou des chefs que vous suivez. Ça, c'est très important. Parce que justement, là encore, c'est caché. Je pense que si les gens savaient, en fait, quelles sont les croyances religieuses et quelle divinité adore vraiment ceux qui nous gouvernent, je pense que là, pour le coup, il y aurait vraiment une révolution demain matin. Donc là, il y a ça. Ensuite, il y a le deuxième aspect qui est l'aspect philosophique. Donc ça, c'est ce que je vous ai essayé de vous expliquer avec le naturalisme. Et l'idée, pour moi, qui est extrêmement, vraiment dangereuse, c'est l'idée que la raison humaine se suffit à elle-même. Ça, pour moi, c'est extrêmement dangereux parce que ça nous amène à énormément de dérives. Et il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'il y a des choses qui nous dépassent et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre par nous-mêmes et qu'on a besoin d'une aide, justement, surnaturelle. Alors moi qui suis français, je suis vraiment en combat contre ce qu'on appelle les Lumières. On parle de l'inversion des mots. Pour moi, le siècle des Lumières, c'est vraiment le siècle des ténèbres, parce qu'on a vraiment basculé à ce moment-là. On est tombé justement, on a détruit toute la civilisation chrétienne et on l'a remplacée par la religion de l'égalité, du progrès et des droits de l'homme.
Et voilà, demain je serai à Ferney-Voltaire, je réserverai un petit passage à notre ami Voltaire, parce que là encore, si les gens savaient qui est vraiment Voltaire, il n'y aurait pas un seul boulevard Voltaire en France, quand même un mec qui signait certaines de ses lettres de sa correspondance, mes chers frères en Lucifer. Donc il faut le savoir. Voilà, et donc le dernier point, bien sûr, c'est le politique. Et le politique est vraiment la conséquence des autres. C'est-à-dire que souvent, l'erreur, c'est que les gens pensent qu'on va résoudre les problèmes que le politique. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai fait cette erreur, puisque quand vous lisez mes premiers livres, ils sont essentiellement politiques. Et c'est à partir du volume 2 de mes essais que j'ai compris l'aspect spirituel du combat. Donc, il faut vraiment comprendre ça. Et il faut comprendre que, pour moi, en tout cas, il y a deux systèmes qui s'opposent. C'est soit on considère que la souveraineté vient des hommes, donc ça c'est la vision des Lumières, c'est la vision moderne, soit la souveraineté vient de Dieu. Toute personne qui exerce une autorité la détient de Dieu. Donc il y a ces deux systèmes, on peut légitimement se poser la question de quel est le meilleur. Enfin moi j'ai ma réponse, mais en tout cas on peut en débattre dans la société. Mais en tout cas il faut bien présenter, il faut bien comprendre que ces deux systèmes, il faut bien comprendre les enjeux et les implications de chacun et bien les comprendre à fond. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc vraiment ces trois niveaux, spirituel, philosophique et politique, et les mettre en cohérence et comprendre les enjeux de chaque côté. Donc pour conclure cette conférence, vous avez bien compris, je pense, vous tous qui êtes présents ici ce soir, de ce qui est en train de se jouer, qu'on est à un moment charnière vraiment de l'histoire du monde. Vous comprenez qu'il y a une minorité qui nous a déclaré une guerre totale, une guerre au peuple, que la majorité de la population est victime de cette guerre, est partie prenante dans cette guerre, mais sans en avoir conscience, donc ne se défend pas, ne riposte pas aux attaques qu'elle subit. Et vous comprenez que l'objectif de cette guerre, en fait, c'est une destruction totale, à la fois non seulement de nos sociétés, mais de l'homme en général. Je vous ai expliqué le basculement qui est en train de se vivre. Il faut comprendre que ce modèle vraiment satanique est rejeté aujourd'hui par la majeure partie de la planète, qui est un véritable cordon sanitaire qui est en train d'être fait autour de l'Occident, et que le reste du monde dit non, attendez, nous, on veut pas de ça. On veut pas de ça. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui qui se joue pour nous, et nous allons être... C'est notre responsabilité aujourd'hui, c'est d'éviter ça, c'est d'être ceux qui vont éviter ça, qui vont aider les autres à comprendre ce qui se passe, qui vont aider à reconstruire quelque chose de différent. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une civilisation qui est en ruine, et ces ruines sont d'autant plus difficiles à saisir puisque ce sont des ruines immatérielles. Tout le monde comprend quand un pays est détruit qu'il faut reconstruire les maisons, il faut reconstruire les ponts. Là, ce sont des ponts spirituels, des maisons spirituelles qui sont à reconstruire. Je sais qu'on est peu nombreux, on a l'impression qu'on est parfois trop peu nombreux, mais il faut toujours garder à l'esprit que ce sont les minorités qui font l'histoire, ce sont toujours les minorités agissantes, et ces minorités, elles commencent déjà, et ce travail commence déjà dans nos familles, et commence déjà par ce que disait Solzhenitsyn, que je vous rappelais au début de cette conférence, c'est que le mensonge ne passe pas par nous, qui ne passe pas par nous dans nos familles, qui ne passe pas par nous dans notre travail, qui ne passe pas par nous dans notre cercle proche. Et c'est pour ça qu'on a besoin justement déjà de cette unité de familles solides, solidaires, enracinées, et surtout des gens qui comprennent, vous tous ici ce soir, que notre travail va se faire sur le temps long. Ça a mis des siècles à détruire toute cette civilisation que je vous ai présentée ce soir. Là, on est dans l'aboutissement du processus, donc on a l'impression que tout va très vite, mais en fait c'est un long travail de sape, j'essaie de vous le montrer ce soir, et ça me prendra autant de temps de tout reconstruire, ça sera le travail de plusieurs générations, donc il faut se préparer à un travail sur le temps long, et c'est pour ça que j'insiste autant sur les aspects spirituels et philosophiques, parce qu'on ne pourra pas réussir à faire quelque chose de durable si on ne construit pas l'avenir sur des bases solides. Donc dans ce travail colossal, eh bien, on peut être guidé, en tout cas je le suis et je vous souhaite de l'être, par les valeurs chrétiennes qui sont la foi, la charité et l'espérance, extrêmement importante, cette vertu d'espérance. Et je vous terminerai mon propos par cette phrase, ce conseil de l'Évangile qui vous dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par cette voie. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui l'empruntent. » Donc je vous le dis ce soir, prenez le chemin qui mène à la vie. Merci.